Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est Noël, voilà. Déjà, c'est Noël sur le Grand Pop, sur le grandpop.fr. Bienvenue, Gauthier, bienvenue pour cette magnifique déco. Alors tu vas contribuer quand même, faut le dire. Oui, merci. Je suis très content. Le cadre il a fallu remonter un petit peu la caméra, mais voici quelque chose que je suis très fier de toi. Tu portes très bien le bois de Rennes. Voilà, je crois que j'ai remonté un petit peu. Voilà, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Bonsoir Lucie, bonsoir Atchoum. C'est beau, ouais, on sait, ouais. Ouais. Tu as fait, on peut le dire, un formidable sapin de Noël chez toi. Ouais, bah en voilà une partie. Littéralement, j'ai arraché la cadre du sapin, puis la voilà. Mettre et voilà, ce pull n'est pas à moi, mais il est aussi de circonstance. Bonsoir Amélie, merci pour ce magnifique pull que je porte fièrement. C'est la dernière de l'année, vous l'avez compris. On est très content d'être là. Comme ça, tu as le petit pot que tu portes était aussi dans ton sapin de Noël. Donc, prix du sapin de Noël. Incroyable, j'ai très très hâte de voir. Il va sans doute venir à la maison pour une nuit très très longue de confinement une nuit d'orgie, comme on n'en fait plus. Exactement. Ça va être très bien. La forme de. Exactement. Et toi, tu as. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais les chouettes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Voilà, tu les exportes toujours avec une liaison dangereuse, avec une liaison dangereuse. Très très beau pull, vous l'avez compris, on est en forme, c'est Noël et on a on serait bien en rouge, je suis tout bleu, c'est pas mal. Exactement. Exactement, on est pas trop mal, on est plutôt bien équilibré. On a habillé aussi, effectivement, il y a des petites choses qu'on va vous montrer, puisque ce soir, vous l'avez compris, on va un petit peu vous faire nos recos pour Noël. C'est un peu en rate de cadeaux, si vous voulez vous faire des cadeaux un peu sur le tard, pourquoi pas, et d'une manière générale, nos recos sur voilà, des choses qui sont sorties la plupart pendant l'année. Ouais, c'est un peu la thématique, le truc qu'on s'est dit en ligne éditoriale obligatoire, c'était pour recommander des choses qui sont sorties, des produits culturels qui sont sortis cette année. Exactement. Et puis qui vous serviront de cadeaux de dernière minute si vous êtes en rush. Voilà. Il y en aura pour tous les prix, hein. Il y en aura pour tous les prix, il y en aura pour tous les goûts. On va essayer de brosser un peu tous les thèmes, comme on avait fait pour la toute première émission, le pilote, souvenez-vous, tous les thèmes qui sont sur legrandpop.fr. Et puis c'est vrai que voilà, les produits culturels, ça fait partie des choses qui peuvent arriver relativement tôt chez vous en fait. Là, on est le quoi, 17, 18, je suis perdu. Mais il y a encore moyen que ça arrive chez vous avant le 24. Donc ça sera la première partie, bon gros morceau. Je précise qu'il n'y a pas de sponsor, donc on s'en fout. Ah oui, voilà, complètement. Il y a pas de lien d'affilié, il n'y a rien du tout. C'est nos coups de cœur à nous, 100% garantie pure beurre. Et comme la bûche de Tata Simone. Et on va enchaîner avec un autre gros morceau d'actu. On va refaire un petit tour de l'actu ciné comme on a pris l'habitude de le faire avec le Investors Day Disney, ça fait très très peur. C'est le truc qui s'est passé pendant la dernière émission. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on revient dessus une semaine après, et même moi j'ai réappris des trucs parce qu'il y avait tellement de choses que j'ai pas voulu me lancer dedans. Je me suis un peu posé pour vous présenter tout ça. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura du Tom Cruise qui part en vrille. Il y aura deux trois petites actus disséminées. Il y aura toi avec le masque sur la place de la Bastille. Oh, et on finira avec le défi de la semaine dernière, c'était Dark City. Vous avez ici d'Alex Proyas que j'ai vu en début de semaine. Voilà. Bon, eh bien allons-y. C'est parti. Allons-y avec nos recos culturels de l'année. On va commencer, j'ai envie de dire presque naturellement. Alors je vais vous le mettre sous les yeux avec le cinéma. Écoute, tu vas commencer. On va peut-être se faire un petit jeu de ping-pong. On a essayé de se limiter à un par thème. Évidemment, on n'a pas complètement réussi. Bien sûr. Mais on va quand même. Tant que la reco cinéma, c'était l'objet de notre quatrième podcast. C'était notre histoire. Donc oui, on n'a pas beaucoup de choses à vous rappeler, sinon il faut se procurer ce film absolument. Voilà, 1917 qui est notre coup de cœur de l'année, notre numéro 1 de l'année. Notre number one, sachant que comme il est sorti il y a quasiment un an, c'est en février, non seulement effectivement il est en DVD, mais en plus il est sur les plateformes, voilà, en VOD payante, mais vraiment voilà, disponible pour pas grand chose, donc effectivement allez-y.
la vidéo, physique ou pas physique. D'ailleurs, moi, traditionnellement, je suis comme ça, je préfère la vidéo physique. Et du coup, je vous ai sélectionné 3 choses qui sont sorties cette année en vidéo physique, qui sont, je vous préviens tout de suite, qui sont 3 choses pour vrais cinéphiles. Je vais vous expliquer ce que c'est et peut-être, enfin, j'espère que ça vous donnera un petit peu envie d'expérimenter. La première de ces 3 choses, c'est un coffret qui est paru chez Pathé et qui est une restauration du film La Roue d'Abel Gance. C'est un film de 1923, c'est un des plus beaux films français qui existent, tant pis sur le cinéma français, je vous le jure. Et en gros, quel est le programme? Abel Gance est un cinéaste des années 20, 30, jusqu'à la fin des années 50, peut-être au début des années 60. Alors attends une petite chose, j'ai modifié quelque chose sur le niveau sonore, donc je fais que de faire des bidouillages sonores. Il y a quelque chose que j'ai changé, encore une fois par rapport à hier, c'est qu'on n'est pas sur le bon micro. J'ai modifié le son pour éviter qu'il y ait un délai contrairement à la semaine dernière, et en faisant ça, j'ai modifié aussi le micro. Donc tu parles à l'ordi, et donc on va changer ça tout de suite. Je sais pas du tout ce que ça va faire en live, on va passer sur ce micro qui est là, quand même. Voilà. Et normalement... Est-ce que vous nous entendez? Tout va bien? Alors, il a l'air un petit peu de pas vouloir, donc on va... Ouais, mais c'est parce que j'ai voulu tout changer, alors qu'il suffisait de changer une seule chose, c'est-à-dire ça, et normalement vous nous entendez maintenant depuis voilà, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup Lucie, j'aurais dû me rendre compte, mais maintenant ça devrait le faire, pas de problème de son pendant 3 semaines d'affilée, ça va bien maintenant. Donc, c'est bon, voilà. La Roue d'Abel Gance, film de 1923, c'est donc un film muet. C'est un film muet en noir et blanc, évidemment, hein, il n'y avait pas encore de couleur, il n'y avait pas encore de son à l'époque, et c'est un film qui dure 7 heures. Ouais, le fun. Mais pourquoi il faut absolument se laisser tenter et ne pas hésiter, déjà parce que des formats aussi longs que ça, vous connaissez ça, c'est les séries, binge-watcher, vous savez le faire. C'est une mini-série en fait. Donc, exactement, voilà. Et c'est découpé en épisodes, évidemment aussi, c'est 4 fois 1h30 je crois, et ne vous inquiétez pas, c'est moins aride que vous pensez, que vous imaginez. Pour tout vous dire, moi je suis allé le voir avec mon neveu de 16 ans qui est un mec qui adore le rap américain et les séries Netflix et tout ça, et on s'est fait les 7 heures d'affilée dans une salle de cinéma, et il a eu aucun problème. Et il m'a dit, d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même des entractes, il m'a dit, mais c'est comme binge-watcher un truc, il y a aucun souci. Est-ce qu'on peut se dire, j'en regarde une partie ce soir, la deuxième demain? Bien sûr, ouais. Bien sûr, et c'est même un film qui est tellement beau et brillant et dense et joli et agréable qu'en général on se prend à ce jeu du binge-watching et on se dit quand une partie est finie, je vais commencer la suivante. Pour vous raconter en quelques mots ce que ça raconte, au début, c'est les 20 premières minutes du film, c'est un train qui déraille, une catastrophe humaine, plein de morts, etc. Et des décombres ressort un bébé, une petite fille qui doit avoir entre 1 et 2 ans, qui se fait recueillir par un cheminot. Et le cheminot l'emmène chez lui, puisqu'elle est orpheline, elle a perdu ses parents, et l'éduque avec son fils, son vrai fils à lui, son fils biologique. Et donc il fait une sorte de famille. Lui, il a plus de femme, donc il a son fils et sa fille adoptive, mais qui ne sait pas quelle est la fille adoptive. Sauf qu'en grandissant, quand le cheminot atteint un certain âge et que la fille se met à avoir 20-25 ans, malgré lui, il tombe amoureux d'elle. Et c'est comment il va arriver à se démener moralement avec cette question de sa fille qui n'est pas sa fille mais qui est quand même sa fille et pour laquelle il éprouve des sentiments, etc. Et laissez-moi vous dire que ça tient sans problème 7 heures de film et c'est magnifique, il y a des idées visuelles là-dedans, c'est bouleversant. J'ai toujours dit que le cinéma muet était un cinéma que j'affectionnais tout particulièrement parce que justement il n'a pas recours au son, à la parole pour expliquer. Il est obligé d'avoir recours à l'image, voilà, et ça donne des merveilles absolues. Une de ces merveilles, on le voit sur la pochette là de La Roue
de l'édition de Pathé, qui est donc le visage du personnage principal incrusté dans sa locomotive, la locomotive qui va être et la roue de la locomotive qui va être un motif pour symboliser le destin, évidemment. Et on le dit, on le répète, film muet veut pas dire film sans son, hein. C'est marqué en gros sur la jaquette. La musique est évidemment omniprésente, comme dans la plupart des films muets, hein, ce qu'il faut justement combler. C'est ça, l'Orchestre Symphonique de Lyon a réenregistré toute la partition d'origine, donc c'est 7 heures de musique. Pathé, la fondation Pathé a retrouvé à restaurer les 7 heures de film, donc la copie est sublime. Et en plus de ça, c'est un Blu-ray, voilà. C'est un Blu-ray, il existe en DVD aussi, ça coûte une 60aine d'euros. Et alors il y a un fun fact qui est extraordinaire, c'est que dans les bonus vous allez voir du making of, des scènes coupées, etc. Machin, il y a tout plein de choses en bonus. Il se trouve que le premier assistant réalisateur était Blaise Sandra, ce qui est fou. Enfin, un grand auteur français qui se trouve être assistant réal sur un des plus grands films français de tous les temps, et c'est lui qui a réalisé le making of. Donc vous avez dans ce coffret le making of de La Roue réalisé par Blaise Sandra lui-même. Faut pas hésiter, si on est cinéphile, faut vraiment pas hésiter à s'offrir ça. Ok, bah écoute, tu m'en avais parlé quand t'étais allé le voir. C'est un film que je n'ai jamais vu, que je connaissais, voilà, de quasiment nom, personne. Personne avant cette édition-là avait eu la joie de pouvoir le découvrir. Ça reste des films qui sont très difficiles à voir, qui vont bientôt avoir 100 ans, hein, on le rappelle, le cinéma, ça exactement. 120 ans, voilà, grosso modo. Et voilà, je vais enchaîner avec quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux. C'est une reco un peu à l'aveugle, je triche un petit peu parce que tout simplement je n'ai pas eu l'occasion de la voir dans ce format-là, et on dit bonjour à Zachary et on dit bonjour à Otaksu. Alors ça va venir, les japonaiseries, hein. Mais oui, il y en a, c'est prévu, Otax. Mais on va se calmer pour l'instant. Quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux, mais dans une version que vous n'avez encore jamais vue. C'est sorti hier, je crois, hier ou il y a 2 jours, en tout cas c'est sorti cette semaine, donc plus neuf, y a pas. C'est tout simplement la version 4K Ultra HD de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, ça n'existait pas encore. Il y a des versions Blu-ray, il y avait des DVD évidemment, et vous avez absolument tout ce que vous pouvez avoir. J'ai pas décortiqué le coffret dans son intégralité, mais si on reprend les éditions de base, c'est-à-dire les 3 films en version longue, version courte, version longue, vous avez les 2, et avec, si c'est les bonus d'époque, donc toute une tripotée de making-of qui sont de mémoire, mais presque encore plus intéressants que le film, où vous voyez juste j'avais été frappé par ça à l'époque. J'avais vraiment je sortais de la frénésie de ça, de voir les petits ouvriers qui vont fabriquer les costumes, les épées, les décors. Enfin, c'est grandiose, et c'est vraiment à voir. Si jamais vous étiez jamais plongé, si jamais vous êtes toujours dit j'attendrai un peu, je me prends pas le coffret tout de suite, ça coûte 100 balles quand même, hein. Oui, ça coûte 100 balles pour 3 films et 9 Blu-ray, donc faut un petit peu s'accrocher quand même. Je voulais me l'acheter, mais c'est trop cher. C'est un peu ce que je dis. Je ferai le comparo avec ma deuxième reco tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, à la fin du confinement, mais en fait, on veut tous que Menro achète ce truc. Personne n'a envie de l'acheter. Ou alors, il l'a pas reçu. Ou alors, faut lui offrir. Si on se met tous les 3 avec Otax, 33 balles, on lui offre. Et on va chez lui, parce qu'en plus, cet enfoiré s'est offert une nouvelle télé. Non, désolé, on va chez moi. On va chez toi, oui, on va chez lui. Voilà. Et on se fait ça, en version longue, carrément. Ça coûte 120 balles, mais voilà, c'est Seigneur des Anneaux, je vais pas aller plus loin, vous connaissez. C'est juste qu'effectivement la copie est complètement restaurée pour la première fois, et on avait eu, alors méfiez-vous si vous avez vu peut-être des premiers screens effectivement de l'étalonnage qui est très différent de ce qu'on a pu voir. C'est des photos qui sont prises avec des portables, etc. Est-ce que c'est vraiment le rendu final ? On ne sait, le savent ceux qui ont les DVD. Moi j'avoue, ceux qui ont les Blu-ray, j'avoue, je ne les ai pas vus. De toute façon, les réglages que vous faites entre votre télé et la télé du voisin, vous n'allez pas avoir le même rendu. C'est ça, et quand bien même, en fait, dans tous les cas, vous aurez la copie la plus propre possible qui existe pour voir ça. Et puis ça fait finalement le bon cadeau de dernière minute, ou le bon cadeau à vous faire offrir aussi de dernière minute. Ouais. Moi, tu vois, moi qui suis toujours un petit peu, qui fait toujours un peu la fine bouche avec l'heroic fantasy, et mis à part le premier que je trouve absolument formidable, je me souviens m'être un peu ennuyé devant les 2 suivants, et tu vois, imaginer les revoir dans cette belle copie là, ça me donne envie de les revoir. Oui, vraiment.
Complètement. Alors oui, c'est à moi, pardon. Ouais, On enchaîne. Ouais. Encore plus difficile que La Roue, même beaucoup plus difficile en vrai, parce que La Roue, je vous jure que c'est feuilletonnant et facile à regarder. Là, je vous ai choisi un truc, voilà, pour vrais cinéphiles méga hardcore, là pour le coup. Mais comme je l'ai vu avant le premier confinement et que ça m'avait vraiment... je sais pas, passionné quoi, je me suis dit que pourquoi pas, ça pourrait vous intéresser aussi. C'est un film qui s'appelle Satan Tango, et c'est un film de Bellatar, qui est un réalisateur hongrois, il me semble. Et Satan Tango, c'est un film qui dure 7 heures aussi, mais alors là, c'est pas du tout le même programme, si vous voulez. C'est 7 heures d'un film contemplatif, philosophique, très très épuré. Là, si j'avais à vous raconter ce que ça raconte, c'est très curieux, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 2 personnages qui marchent sur la route et qui se dirigent vers un village, et les habitants du village ont très peur que ces 2 personnages reviennent au village, et ça crée de la discorde dans le village. Alors, c'est tout. Otaksu nous dit, mais est-ce au clair de lune ? Est-ce au clair de lune ? C'est... En fait... c'est une bonne blague, mais il y a quelque chose d'un peu vrai dans ce que tu dis, c'est-à-dire que ce qui nous plonge dans ce film, c'est la splendeur de ce rythme et des images qui sont proposées. C'est la manière dont on finit par regarder la nature et chaque recoin de l'image en se disant ce qu'il arrive à capter avec sa caméra, ce mec est absolument sublime, magnifique. Évidemment, la moyenne de chaque plan de caméra, c'est entre 5 et 10 minutes, alors que normalement, un plan de caméra, ça dure 1 seconde. Mais voilà, le film s'ouvre, par exemple, sur juste des vaches qui sortent d'une étable, un troupeau de vaches qui sort d'une étable, et qui va ensuite se balader dans un pâturage. Pendant 5 à 10 minutes, on va suivre ce troupeau de vaches sortir de l'étable et partir se balader. Tu penses que c'est chiant, mais très vite, t'es là genre... mais c'est un très beau troupeau de vaches, et c'est un très beau pâturage. C'est très bien filmé. Et c'est très très bien filmé, ça m'envoûte complètement en fait, et là-dedans il va y avoir il y a plein de... En fait c'est une timeline qui se croise. Pendant 7 heures, on prend le film par plusieurs portes d'entrée, par plusieurs personnages, et il y a un noyau dur, et évidemment c'est un truc de dessin croisé, tu vois. Donc... Carlotta a eu le courage de ressortir ça dans une édition DVD et Blu-ray à la qualité saisissante. On l'a vu, c'est 3 DVD de Blu-ray. Exactement. Ça coûte 30 €, je crois, 30 ou 35 € dans mon souvenir. Ce qui n'est pas excessif quand on voit parfois des éditions un peu plus récentes ou des énormes coffrets de films entre guillemets simples. Exactement. Qui sont vendus un peu plus cher parfois, tu devrais avoir une édition plus concise. Mais si vous voulez vous faire l'expérience, je suis désolé, enfin c'est caricatural de vous proposer un truc qui dure 7 heures en noir et blanc et qui est hongrois, mais si vous voulez vraiment faire l'expérience de la possibilité d'un cinéma qui se regarde autrement, d'un cinéma d'atmosphère, d'un cinéma où on se laisse envoûter, où on se laisse porter par une image, vraiment, je vous mens pas quand je vous dis que j'ai regardé 7 heures de ce truc-là et je me suis pas ennuyé 1 seconde. J'ai adoré ça. Donc voilà, c'est évidemment C'est en 2 parties aussi, ça peut se... 3 parties, c'est 3 parties. Okay. C'est divisé en 3 parties, donc 7 heures, si tu le divises en 3 parties, ça fait 3... Ouais, c'est ça, 2 heures... 2 heures, ouais. Non, si 2h20, t'as raison, oui, c'est exactement ça. Je dis pas que le film est qu'on peut diviser. Mais parce que, ouais, il y avait plutôt des parties de 2h30, puis il y avait une partie centrale qui était plus courte, et voilà, c'est l'expérience du temps faite autrement, et c'est magique, on en sort changé. Voilà. Bah écoutez, voilà, à réserver effectivement aux cinéphiles pointus, mais bien sûr. Alors que pendant ce temps, Otaksu détend l'atmosphère en demandant si ta barbe-stache est plus de style Logan ou de style Astérix. J'ai envie de dire style Lemmy, mec. Bah oui, toi-même tu sais. Sûr que c'est une Lemmy. Qu'est-ce que tu poses la question, genre voilà. Normalement, ce truc ne se porte que si on est le chanteur de Motorhead. Ouais. Sinon, on peut pas. Il y a une personne dans le monde qui a le droit de faire ça. C'est ça. Attends, il y en a 2. Les gens confinés ont un peu le droit aussi. On enchaîne. De mon côté, j'ai aussi quelque chose qui risque de vous prendre un peu de temps, dont j'ai appris connaissance aujourd'hui, et je vais enlever ce truc parce que ça me frappe très fort sur les tympans. Donne-le-moi. Vas-y. Wow, je me sens libéré d'un poids. Et donc je l'ai vraiment appris l'existence aujourd'hui. Donc pour vous dire à quel point c'est pas du tout affilié quoi que ce soit, on ne touche rien là-dessus. Voilà. C'est tout simplement, en toute simplicité,
un coffret intégral Clint Eastwood. Et quand je vous dis intégral, c'est intégral, c'est-à-dire qu'il y a 63 films, de tous ceux dans lesquels il a joué et tous ceux qu'il a réalisés. Voilà. Donc je saurais même pas dire son premier en fait, mais du premier. Oh putain, tu me prends complètement. Ah bah ouais, espèce de bâtard. Ah ouais, non, voilà. En gros, de la période western, années 60, et pour une poignée de dollars, voilà, je saurais même pas dire un film avant, tu vois, ça va être 61, quelque chose comme ça, mais. Oui, je dirais plutôt 63-64 pour une poignée de dollars, mais oui, en gros, c'est ça. Du début des années 60, en gros, à aucun Richard Jewell. J'imagine qu'il est dedans, parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps, mais il y a eu voilà, une espèce de prérogative qui lui a permis de sortir un petit peu plus tôt en VOD et DVD. Donc 63 films, évidemment toute la trilogie des dollars, on l'a dit, tous ces réalisations. Donc là j'ai sous les yeux, j'ai Mémoire de nos pères, Impitoyable, Gran Torino, tous les derniers effectivement, American Sniper, etc. Et en passant il y a tous les Dirty Harry, c'est quoi, c'est L'étoffe des héros aussi. L'étoffe des héros est pas un film qu'il a réalisé lui. Non mais celui, non c'est Space Cowboy, oui pardon, l'espace. Ouais, Space Cowboy, Space Cowboy. Ouais. Et mais même, enfin, il y a vraiment, beaucoup il y a une carrière qui est extrêmement hétéroclite. Moi, mon préféré, ça s'appelle Un monde parfait, il me semble. Oui, avec Kevin Costner qui est dans le premier rôle et lui qui est dans le rôle du shérif. Il y a Sur la route de Madison qui est vraiment le mélodrame le plus intense qu'on peut imaginer de ces 30 dernières années, je pense. Même dans ces derniers, de $1 Million Baby, il y a même L'échange, qui est un de ces films très très beau, assez peu connu. Il y a vraiment beaucoup de choses et effectivement du cinéma d'action des années. Sully était très bien. Sully était très bien. Il y a 63 films, il y a quasi que des excellents films, on va pas se mentir. Et alors par contre, effectivement, c'est là où, d'accord, il y a une tripotée de bonus aussi, vous l'avez vu derrière moi, il y a des affiches, il y a des posters, il y a des documents inédits, etc. Ça coûte 300€, visiblement. Ouais, mais ça les vaut. Mais ça les vaut. Mais voilà, vous avez 63 films, alors je crois c'est 10 Blu-ray, 53 DVD, ce que je trouve assez bizarre en termes de répartition. Mais au final, ça vous fait quoi ? Ça vous fait 4€, 5€, même pas 5€ le film, plus tout le reste. C'est assez inouï, faut un peu une vie quand même pour voir tout ça, mais il y en a que vous avez forcément déjà vu. Écoutez, allez-y, j'ai envie de vous dire, ou alors un très très beau cadeau, enfin un très beau cadeau commun à faire encore une fois. Et c'est marrant, c'est vraiment l'inspecteur Harry qui a été choisi pour illustrer le coffret avec le flingue qui fait le I de Clint. Et ouais, c'est quand même la classe. J'en place une pour Lucie qui nous a envoyé une super photo de son set pour regarder la spéciale Noël et qui elle-même est un peu en mode spéciale Noël. Ah, bravo. Big up. Bravo, c'est belle mise en abîme. Donc voilà, Clint Eastwood tout simplement, intégral, allez-y, c'est sorti là tout récemment. Donc ça doit se trouver. Alors en plus c'est genre édition collector numéroté, donc peut-être même qu'il y en a un nombre limité. Un nombre limité, bien sûr. C'est pas impossible du tout. Bah, ils font ça, Warner. En général, quand ils sortent des coffrets de cette ampleur-là, ils font des coffrets numérotés. Moi, j'ai Pell Rider en DVD que je n'ai pas encore, en Blu-ray que je n'ai pas encore regardé. Donc Superbe aussi. Alors, moi, le dernier truc que je vous ai pris est un coffret de chez Wildside. Ah non, ça, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Un coffret de chez Wildside d'un film de William Wyler qui s'appelle La Rumeur et qui est un film absolument sublime, beaucoup plus facile à regarder là que les deux premiers que je vous ai recommandés. Le coffret est à 28€, il me semble, DVD Blu-ray, et il y a un petit livret à l'intérieur qui vous dira tout sur ce film. En gros, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'une institutrice qui va se marier et qui, avec une amie, crée une sorte d'école pour jeunes femmes, pour jeunes filles, d'école pour petites filles, une sorte de pensionnat pour petites filles. Elles sont très investies là-dedans, dans l'éducation des petites filles de province. Sauf que Audrey Hepburn, qui joue l'héroïne, qui va donc se marier, qui projette de se marier, elle aimerait bien un petit peu mener une autre vie, laisser sa copine gérer le pensionnat. Elle trouve qu'elle s'en est déjà bien occupée comme ça et qu'il est le temps de se consacrer à autre chose et de se consacrer à son mariage et tout ça.
Et donc, ça fait une sorte de fissure entre elles deux. Et à ce moment-là, une des petites filles du pensionnat en profite pour faire courir la rumeur, parce qu'elle est un peu malveillante, pour faire courir la rumeur que elles deux, elles seraient peut-être un petit peu ensemble, et on les aurait peut-être vues s'embrasser, ou quelque chose comme ça. Et évidemment, comme ça sort de la bouche d'une enfant, et que tout le monde pense que la vérité sort de la bouche des enfants, cette rumeur se prend à une vitesse vertigineuse, et se met à saboter tous les plans de Audrey Hepburn qui voulait se marier, etc. Et c'est comment un petit mensonge né d'une personne qui ne pensait pas que ça ferait boule de neige à ce point-là, devient un vrai phénomène de société. On appelle La Chasse avec exactement. Avec Mads Mikkelsen. Exactement. Et donc c'est un film qui a été fait en 67, 68, et peut-être même avant, peut-être même que je déconne et qu'en fait c'est au début des années 60. Je sais plus, pas bien de pas savoir dater un film comme ça. C'est peut-être carrément 61, enfin en tout cas c'est très très précurseur, et ça embrasse un sujet, et ça en parle très frontalement, un sujet qui était encore extrêmement tabou à l'époque. C'est ça. Et c'est un film de William Wyler, je rappelle que William Wyler c'est le mec qui a fait Ben-Hur. Donc voilà. Pas un manchot. Ouais, c'est pas un manchot, a priori. Vous pouvez vraiment y aller. C'était une de mes très très belles découvertes de cette année. Très bien, et on dit bonjour à Thibaut Gecko59, bienvenue. Yes, bienvenue. bienvenue. Dans la famille Le Grand Pop, on fait nos recos pour la fin d'année. Je te salue de mes bois. Des recos cadeaux, et effectivement, on parle de cinéma, mais comme effectivement toi t'es plutôt, enfin tous les deux, on part sur recommander des choses plutôt physiques, je le remontre, puisqu'on est quand même au-delà effectivement du film et qui vient avec un beau livret, on est sur des bels objets, des beaux objets, d'une manière générale, avec une très très belle, très belle couverture. On vient de parler d'un coffret intégral de Clint Eastwood, 300 € chez Warner, l'intégrale acteur et réalisateur de Clint Eastwood, la restauration 4K du Seigneur des Anneaux, la roue d'Avelgance du cinéma muet français de 1923, enfin vraiment des trucs de cinéphiles. Et je vais me contredire dans la foulée, puisque pour le coup il doit y avoir un coffret qui existe, mais je ne l'ai pas sélectionné. On va quitter le cinéma, on va glisser. J'ai une reco série pour la fin d'année, et je suis sûr à 100% qu'il y a un coffret qui existe de ça. C'est tout simplement Succession, qui est sorti la saison 2, je crois, en début d'année. Moi j'ai rattrapé tout ça pendant l'été, qui est une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. C'est une série HBO dispo sur OCS. Donc pourquoi pas, faites-vous offrir un abonnement OCS, c'est vachement bien. C'est bien. Il y a autre chose que Netflix, et même Amazon Prime, il y a tout HBO sur OCS, voilà, je me regarde très bien en ce moment, j'adore. Mais Succession, excellente série d'une espèce de chronique familiale d'une famille complètement dysfonctionnelle, qui est avec ce patriarche au milieu joué par Brian Cox, donc si vous vous souvenez, Agamemnon dans 3, entre autres, c'est un grand acteur de théâtre aussi, mais d'un mania des médias aux États-Unis. C'est un peu le Warren Buffett, sa boîte fait beaucoup de choses dans la télévision, dans les produits des cinémas, ils sont aussi dans les parcs, dans les centres d'attractions. Donc il y a un peu un mélange de Disney, de Fox News, de tabloïds en tout genre, et c'est juste un mec absolument débectable qui se retrouve un peu qui tombe malade, enfin qui vieillit en fait tout simplement, et qui cherche, comme son nom l'indique, un successeur dans ses 3 fils et sa fille. Et en fait, ils sont tous plus ou moins névrosés. Il y a le plus vieux qui est son fils, qui est complètement perché. Il y a celui du milieu qui est déjà un peu en charge, mais qui a un peu des problèmes d'ego, et surtout qui sort d'une désintox, donc qui est complètement instable. Et il y a le plus jeune, qui est le pote de Scott Pilgrim, dans Scott Pilgrim, si vous vous souvenez, qui est lui aussi complètement starbé, et qui, genre, dès les premiers épisodes, on va lui filer un poste à responsabilité. La première chose qu'il va faire, c'est de littéralement se branler dans son bureau sur tout New York, parce qu'ils sont évidemment à Manhattan, ils surplombent la ville, c'est des riches comme on n'en voit pas, c'est-à-dire que les mecs, pour aller de n'importe où, ils prennent un hélicoptère, ils ont des résidences secondaires, mais c'est... J'aime beaucoup au texte qui dit trahison level Game of Thrones. Ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est aussi des intrigues, effectivement, parce que le père se cherche un successeur, eux ils sont là à débattre de qui devrait prendre sa place, ils ont chacun plus ou moins leurs arguments, chacun plus ou moins leurs alliés, leurs ennemis,
Et il y a effectivement beaucoup d'intrigues, et c'est grandiose dans l'écriture, c'est filmé très HBO grande époque, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de côté faux documentaire par moment, avec une espèce de grain d'image très bizarre, des zooms un peu forcés, un peu bancal, la caméra tremble un peu. C'est pas très long, hein, c'est 10 épisodes, je crois peut-être même moins, 8 ou 10 par saison. Pour l'instant il y a 2 saisons, c'est pas fini, hein, mais pour l'instant il y a 2 saisons de 8-10 épisodes d'environ 1 heure, hein, c'est du HBO. T'as remarqué que les séries c'est souvent chez les riches, hein. Ouais. Dallas, tout ça, machin. En général, il y a quelques séries, même HBO fait des séries un peu plus sur les pauvres. Très aimés, je peux dire que je regarde en ce moment là. Oui, c'est vrai, c'est moins riche. Il n'y a pas que des riches. Et ouais, je sais plus si je crois que c'est 8 épisodes, je sais plus exactement, mais c'est grandiose, vraiment au niveau de l'écriture, des personnages et de ce monde-là en fait. Il y a évidemment au moment une espèce d'affaire de scandale sexuel dans des croisières, et comment ils couvrent ça, et comment c'est cynique, et ça dit tellement de choses sur notre monde. C'est formidable, et ça a un peu tout raflé, je crois, aux Emmy, je sais plus, au BAFTA, je sais plus, enfin une cérémonie anglaise qui récompense à la fois des séries, des mini-séries, et voilà. BAFTA récompenser tout ça. C'est splendide, c'est à voir, et c'est pour l'instant pas très long, donc il n'y a pas encore trop à rattraper. Donc allez-y, c'est sur OCS. Super. Voilà. De ton côté, on était parti sur de la musique. De la musique, ouais, bien sûr. En fait, c'est une année qui a été... Je ne vais pas le montrer à l'écran, voilà, on l'a derrière nous depuis tout à l'heure. C'est vrai, oui, c'est une année qui a été plus riche musicalement qu'on le croit, parce qu'on a été très confinés, on n'a pas pu sortir beaucoup chez le disquaire et profiter de nouveautés. Il y a même beaucoup de disques qui ont été retardés, comme les films, à l'année suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a eu cette année ? On a eu Tame Impala qui a sorti un nouvel album qui était vachement bien. J'ai pas accroché du tout. Moi. Ah, c'est vrai ? Moi, ça va, plus Imper, c'est... pourtant j'avais adoré Currents, mais là je crois que je l'ai ça m'a bien plu. Je me le réécoute de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a eu ? On en a parlé. On a eu Gorillaz qui a fait un très très bel album. Mais vraiment, moi, mon vote va au nouvel album de Agnès Obel. Qui est une artiste donc qu'on suit maintenant depuis une dizaine d'années à peu près, Agnès Obel, qui doit avoir à peu près mon âge d'ailleurs, et qui est une artiste danoise, un petit peu proche dans l'idée du mec dont on parlait la semaine dernière, Sufjan Stevens, parce que c'est un artiste qui compose tout lui-même et qui a son univers musical et qui lui est très très propre, sauf que l'univers musical d'Agnès Obel va pas du tout être le même, évidemment. Ce qu'elle fait, Agnès Obel, donc l'album s'appelle Myopia. Myopia, ouais, c'est son 4e album studio, et ce qu'elle fait, c'est des chansons à la structure, on va dire, assez simple. Sur le papier, ça va être 4 accords, une rythmique souvent de valse, elle aime bien composer en 3 temps. Dans celui-là, elle compose un peu plus en 4 temps. Otax nous dit juste, je te coupe, il dit mettez pas d'extrait les gars, je veux pas avoir à gérer les DMCA. T'inquiète, on sait pourquoi la musique s'est arrêtée sur le stream. Il y a pas de problème. On va même pas risquer ce genre de truc. Mais ce que j'aime énormément chez Agnès Obel, c'est comment elle travaille, c'est-à-dire qu'elle travaille avec des sonorités. Elle va travailler, en général, elle voyage pour aller dans des studios en Allemagne pour aller trouver un instrument qui existe en 3 exemplaires dans le monde et qui est pile là, et donc elle va s'en servir pour ajouter une nappe musicale que personne n'a donc sur son album, puisque il y a que elle et genre Maurice Ravel qui savent jouer de ce type de piano là, etc. Tu l'as dit, j'ai mal écouté le style, genre. Si je voulais caricaturer complètement bêtement, je dirais que là encore ça pourrait ressembler à ce qu'on entendait de Girls in Hawaii ou de Radiohead, mais c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus posé que ça, puisque elle va jouer dans des salles comme la Philharmonie à Paris, si tu veux. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'écoute assis. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que non seulement elle utilise ces sonorités insolites sur des morceaux en apparence simples, mais en plus elle utilise sa voix comme ça. C'est-à-dire qu'on en a parlé, toi et moi, on n'est pas vraiment des écouteurs de paroles. Là, ces paroles, si on veut les lire ou les entendre ou les écouter, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Certaines sont assez jolies d'ailleurs. Mais là où je l'adore, c'est qu'elle sait utiliser sa voix comme un instrument de musique supplémentaire. Et elle le fait énormément dans ce disque-là. C'est-à-dire qu'elle va chercher à distordre sa voix, à transformer sa voix,
pour lui faire des choses qu'elle n'est pas capable de faire elle-même physiquement, simplement. Ça veut pas dire qu'elle fait de l'autotune, hein, pas du tout. Ça veut dire qu'au contraire, elle fait de la recherche musicale pour pouvoir chanter en duo avec elle-même et même se faire des backing vocals. Des doubles. Voilà, exactement. Et ça fait des sons extrêmement étranges, extrêmement jolis, mélancoliques, ça vous emporte. Il faut écouter toute sa discographie, mais vraiment cet album-là est l'album qui, moi, m'a le plus plu cette année. Ça coûte 20 €. Les gars, faut pas se priver. Voilà. Bah écoute, vas-y, enchaîne. Moi, je vais faire mes j'en ai 2 aussi. Toi, t'en avais un deuxième, je crois aussi. Ah oui, j'avais une deuxième reco, je l'ai pas, hein, parce que je l'ai pas acheté, ça coûte trop cher. Là, on est plutôt sur un budget de 100 €, mais absolument nécessaire. Évidemment, ça vient de sortir. C'est l'intégrale de Noir Désir. Oui, ça peut sembler insolite aujourd'hui, mais je vous jure que c'est vrai. On peut aimer la musique de Noir Désir sans cautionner les violences faites aux femmes. C'est sûr. Et on ne cautionne pas. Hein, on ne cautionne pas. La question ne se pose absolument pas. Mais en revanche, la musique n'a jamais frappé quelqu'un. Et la musique de Noir Désir est une musique très intéressante, très très belle. Une musique qui a tracté tout le rock français de la fin des années 80 au début des années 2000, et ce coffret en plus va nous permettre d'écouter l'évolution artistique de Noir Désir. Oui, parce que c'est vrai qu'on les cantonne souvent, enfin voilà, on pense que c'est du rock bourrin. Oui, ou alors le vent l'emportera, enfin, voilà, c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'on les juge un peu d'un extrême à l'autre. En plus, à la fin des années 80, on pensait que c'était au sombrero de la mer, donc des espèces de chansons de marins et tout, on les a beaucoup cataloguées, alors que évidemment la poésie qui en dégage est un truc qui est un peu entre Rimbaud et Jim Morrison, que les accords de Serge Tessoguet étaient des trucs hyper simples à la guitare, mais en même temps tombent comme une évidence. Il y a tout un univers musical là-dedans qui est en colère, qui est une sorte de colère divine magnifique, tu vois. Ils avaient un live qui s'appelait Dies Irae, les jours de colère en latin, ça leur va très très bien. C'est vraiment à connaître. Et voilà. Otaksu, toujours très en forme ce soir, nous demande est-ce que ce coffret a des faces A, des faces B. Oh, c'est beau. C'est beau. Et moi, je rajouterais juste que oui, évidemment, j'aime pas tout à égal niveau. Je suis pas sûr d'avoir même tout écouté. J'ai beaucoup d'albums, mais je pense qu'il y en a qui m'ont un peu échappé. Mais si je devais faire genre le top 5, voire le top 3 de mes albums français, c'est-à-dire tout genre confondu, 666, 667 clubs. Bien sûr. Il est pas loin d'être tout en haut, quoi. Voilà. Moi je prendrais plutôt Tostaki, mais c'est peut-être une question de génération et puis de toute façon les deux sont extrêmement bien. Je le connais beaucoup mieux, mais voilà. Non. Et c'est vrai ce que tu dis, il y a du déchet chez Noir Désir, mais en général le déchet va pas être très dérangeant. C'est des petites chansons qui sont genre moins bien gaulées que d'autres, et puis quand c'est réussi, c'est tellement réussi que voilà, ça rachète 1000 déchets. Je vais rester dans le rock, même si très différent pour les miens, avec un groupe que j'adore par-dessus tout, que j'ai découvert ces dernières années, qui s'appelle, en plus, qui a le nom le plus merveilleux de la Terre, qui s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard, un groupe australien où ils sont genre, je sais pas, 12, 15, j'en sais rien, c'est très compliqué à estimer. Ils ont tout simplement sorti 16 albums depuis 2011, voilà, dont 2016, si je dis pas de bêtises, ou 2017, je crois que c'est 2016, où ils sont sortis 5 albums en une année. Voilà, les mecs sont incroyablement productifs, et ce qui est génial, c'est qu'en plus, ils arrivent à varier sur à peu près tous les spectres du rock, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de psyché au début, avec beaucoup de grandes nappes d'instru, de grands morceaux qui durent 6, 7, 8, 12 minutes. Et puis, c'est sur cette année-là, chaque album a sa tonalité. Ils ont sorti 2 en 2019, un qui est plus genre vraiment boogie, années 60-70, quelque chose de complètement différent, et un autre qui est un pur album de métal, c'est-à-dire que c'est vraiment, les mecs vont dans toutes les directions. Et ils sont sur scène, c'est prodigieux, ils sont énormément sur scène, il y a 2 batteries, il y a 5 guitaristes, enfin c'est vraiment, ils partent dans tous les sens. Au chant ils alternent, ils sont 3 différents. Je les ai vus à l'Olympia l'an dernier. J'avais pas compris que c'était une contreforme et qu'il y a marqué KG au fait sur l'album. Exactement. Là l'album, puisque je parle beaucoup de ce qu'ils ont fait avant, mais là cet album là s'appelle KG, donc King Gizzard. Il est sorti cette année, et c'est beaucoup plus
c'est orientalisant, voilà, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a vraiment des sonorités un peu indiennes, moyenne, Extrême-Orient, c'est très très bizarre. Il y a moins de morceaux forts, je me souviens moins de morceaux précis que sur certains albums que j'ai beaucoup écoutés, mais c'est très très planant, et pour le coup il se calme un peu, genre ça doit durer entre 3 et 5 minutes par morceau, ça dure une quarantaine de minutes, donc c'est beaucoup plus écoutable, beaucoup plus accessible que ce qu'ils ont fait avant. Donc excellentissime comme d'habitude, comme toute leur disco, et en plus de ça ils ont quand même sorti un deuxième album cette année, parce que bon, histoire de dire, c'est un live après, c'est un live qui date de 2016 sur principalement un album qu'ils avaient sorti à l'époque qui s'appelle Non Agon Infinity, qui est un album génial qui boucle, un album qui ne s'arrête jamais, et que même la dernière track évidemment s'arrête, mais j'ai jamais fait l'expérience, mais je suis quasi persuadé. Tu peux mettre en repeat comment ils ont pensé le truc. Ça reboucle sur la première track de l'album, c'est assez grandiose. Présent sur la BO de Baby Driver. Alors il me semble, mais je crois que je l'ai appris après, donc je suis pas sûr. Je me souviens du moins pour la première fois entendu parler du groupe par une reco du Real. Ouais, c'est possible que Edgar Wright en ait parlé. Je suis maintenant que tu le dis, effectivement ça doit être sur la BO de Baby Driver, comme beaucoup d'autres choses vachement bien. Mais écoutez, vraiment écoutez, et surtout si jamais vous vous dites oh cet album là non j'accroche pas, ben allez écoutez-en un autre, parce que ça sera pas le même style en fait, ça sera un rock différent, et puis si cet album là vous plaît pas, ben, allez en piocher un autre. Okay. Combien ça coûte? C'est un album classique, hein, donc 15 euros, le prix d'un album. Et puis vous pouvez même vous faire un petit pack avec quelques-uns de leurs discos récentes. Et puis en conseil numéro 2, parce que je ne pouvais absolument pas passer à côté, c'est The New Abnormal, donc je veux pas dire de bêtises, 3, 4, 5, 6e album des Strokes, 6e ou 7e, je ne sais plus, je crois que c'est le 6e. Voilà, parce que tout simplement quand j'ai vu mon bilan 10 heures de l'année, ben en fait c'était tout ce que j'avais le plus écouté sur l'année, et toutes les tracks de l'album revenaient tout en haut, parce que j'écoutais en boucle, et l'album au complet, et plus je l'écoute plus je l'aime. Ça m'a un peu fait cet effet là, j'ai beaucoup du mal à accrocher au départ, même les singles qui sortaient, je perdais un peu les Strokes comme je les aimais, mais ouais, plus ça va, plus il me fait plaisir en fait, même les clips qui sortent et tout, c'est assez bizarre, c'est un peu un condensé quand même de ce qu'ils ont fait ces dernières années, donc ça revient pas complètement aux sources. Si jamais vous avez lâché après le 2e, 3e, ça reste quand même plus proche de leurs années 2010, même s'ils s'en défendent. Par contre, c'est toujours aussi court, c'est des albums très ramassés en général, ceux des Strokes. Oui, il y a 9 titres de mémoire, et ça fait pareil, il y a des titres un petit peu plus longs que d'habitude, donc il y a du 40-45, c'est beaucoup centré sur Julian Casablancas comme d'habitude. Ouais. Donc voilà, je l'écoute du hardcore, je me sens de trop, mais non, t'inquiète Coco, t'inquiète, il y a tout ici. Et je parlais de King Gizzard juste avant, écoute, Infest de Rastnest, c'est pas facile à dire, qui est un bon gros album de métal comme... Et puis profite de ce moment pour écouter autre chose que du hardcore, c'est vachement bien le hardcore, mais voilà, justement, pars à la découverte de tout ça. On est là pour ça, et voilà, c'est vraiment pour le coup un des albums qui a le plus marqué mon année, sans aucun problème. On enchaîne, on change de catégorie il me semble, alors je remets notre magnifique conducteur. On est parti, jeux vidéo. Sur le jeu vidéo, oui, parce que j'avais une petite frustration, moi. J'aurais bien aimé parler un petit peu plus du jeu qui a absolument marqué mon année. Oui. Et bizarrement, j'ai beaucoup joué cette année. Moi, pendant le confinement, j'ai moins regardé de films et beaucoup plus joué à des jeux vidéo. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur cette année, et c'est pas pour The Last of Us 2, c'est pour The Ghost of Tsushima. D'ailleurs, j'en place une pour notre ami Menro, parce que quand je commençais à jouer au jeu, j'avais eu un peu du mal à le prendre en main, et c'est une occasion. Si vous avez l'occasion de parler avec Menro de jeux vidéo, il en parle très très bien, et il vous aide à mieux apprécier le jeu auquel vous êtes en train de jouer. Donc après un échange avec Menro, j'ai tout compris à comment il fallait jouer à The Ghost of Tsushima. Et au fait, c'est un petit bonheur, ce film, c'est un petit bonheur si vous aimez de quoi t'as dit ce film Ah oui, justement, ouais. Si vous aimez un petit peu le Shambara, le film de sabre japonais, les mythologies de samouraï, la filmographie de Kurosawa, mais pas seulement, tout ce qu'il y a eu après dans les années 60, dans les années 70 même, les films de Kobayashi et tout ça, c'est d'ailleurs le seul reproche qu'on pourrait faire à Ghost of Tsushima, c'est de
rassembler ça un petit peu de manière anachronique, un peu bourrine. Oui, si mais tu veux. c'est un peu ce que faisait aussi Red Dead Redemption, tu vois, par rapport au western. Si tu veux. Enfin, chaque période, enfin chaque moment du jeu, en tout cas chaque même presque zone du jeu, rappelait une période un peu différente du western, avec de l'âge d'or des années 40-50 à western crépusculaire de la fin. Effectivement, d'avoir tout ça sur une zone relativement restreinte, tu fais bon. Mais c'est-à-dire que là, on n'est pas en train de compiler un siècle et une époque, on est en train de compiler 1000 ans d'histoire du Japon. Ouais. Et en même temps, si on veut être complètement fair-play, les gars, si vous évoquez le Moyen-Âge en France, ça dure 1000 ans aussi, vous êtes sûr de savoir vous repérer, etc. Entre le 6e et le 13e siècle. Ouais, pour moi, c'est des trucs, il y a déjà fait le château fort, des mecs qui ont des armures, et puis voilà. Bon. Mais bon, ça, c'est moi, peut-être parce que je suis un peu un crétin. Mais il faut souligner que Ghost of Tsushima est un monde ouvert dans lequel je me suis pas perdu, j'avais pas l'impression d'être là, genre, c'est beaucoup trop grand pour moi, je sais pas où je suis, je sais pas où je vais, etc. C'est une splendeur visuelle absolue, on adore graviter dans cet univers, même passer sa main dans les champs de blé et tout, c'est tellement beau. Et puis ouais, c'est ça. Et puis il y a des moments de duel au sabre qui reprennent les codes cinématographiques du genre. On a vraiment l'impression d'être dans Baby Cart ou dans les 7 samouraïs. C'est absolument magique. Il y a un mode cinématographique qui est parfaitement injouable, hein, si j'ai bien compris, mais qui est pas parfaitement injouable. Ça n'a pas d'intérêt d'autre que d'être stylé, mais on peut le faire en mode film de Kurosawa, donc t'as ton écran. Ah non, il est peut-être pas en 4/3 l'écran, mais enfin bon, t'as le noir et blanc et puis les petites imperfections de la pellicule de l'époque, c'est assez charmant. Mais Menro en parlait très bien dans son article sur le Grand Pop. C'est vrai, il y a un article, voilà. je vais vous le linker tout de suite. C'est un délice son article. Pendant qu'Otax dit que c'est un jeu de hippie. Non, mais son article est vachement bien, et puis il vous décrit vachement bien comment on se laisse guider très organiquement par le vent qui passe, une petite musique qu'on entend au loin, un oiseau qui vole dans les arbres, etc. C'est ça qui vous guide, au lieu d'être un GPS un peu bourrin. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un peu de mode, un peu plus... ils ont essayé en tout cas de faire quelque chose de plus, j'utilise un gros mot, organique, dans le sens où c'est la nature qui vous guide. Ouais. Et les petits renards. Et les petits renards, bravo. Tout ça est top. Le seul reproche qu'on pourrait faire au jeu, c'est d'être manifestement le numéro 1 d'une série et de pas... il y a des trucs de programmation sur lesquels ils ont été assez basiques, assez un peu béaba, et il y a des facilités dont on sait qu'elles seront effacées si le jeu a une suite. Par exemple, on passe beaucoup trop de temps à suivre des traces de pas de gens qui sont passés par là. J'ai l'impression que toutes les enquêtes et mission après mission, c'est il y a des traces de pas. C'est l'effet The Witcher, hein, clairement, ou même Batman, ou tout ça, voilà, ça reprend beaucoup de choses où tu scannes des traces de pas. Voilà. Mais c'est super, c'était vraiment magnifique de jouer si tout pouvait être de ce niveau-là, mon dieu. Alors Otaxo nous demande si tu as fait un tour sur Legends qui est sorti ensuite, donc c'est une espèce une extension, enfin un add-on, une mise à jour gratuite qui a été fait pour Ghost of Tsushima, où il y a ça rajoute un espèce de, si j'ai bien compris, un genre de multi, enfin c'est pensé comme étant un multi avec des héros qui ont 4 classes différentes, donc c'est clairement pensé comme un multi, hein, voilà, chaque perso a un peu ses spécificités, mais il me dit, j'ai cru comprendre qu'on pouvait le faire en solo, voilà. Et dès ce soir. Va check, il me semble que c'était une mise à jour gratuite. Hein, tu sais ce que je fais à partir de maintenant, voilà. Merci du tuyau en tout cas. Ben moi ça va aller beaucoup plus vite parce que si vous avez suivi ce stream les mercredis soirs, il y a 2 jeux que j'ai streamés en priorité depuis un peu plus d'un mois, et celui-ci il est aussi sur legrandpop.fr, c'est aussi signé Menro, je vais vous mettre le lien tout de suite. C'est Hades tout simplement, d'ailleurs c'est cette image là qui est utilisée en une, hein, évidemment, ce cher Menro a bon goût, et alors pour le coup on est parfait l'autre bout du spectre, puisqu'on n'est pas du tout sur un open world, on est vraiment sur un roguelite avec une succession de salles générées aléatoirement où on doit battre des ennemis, et à la fin on doit tuer papa, c'est-à-dire on doit tuer Hadès, on joue Zagreus qui est donc le fils du dieu des enfers qui cherche à s'échapper, et c'est de base effectivement ça paraît comme une mécanique de roguelite classique, c'est-à-dire qu'on acquiert des pouvoirs qui viennent des dieux de l'Olympe et on peut les combiner puisqu'ils eux aussi viennent aléatoirement, et on peut avoir des combinaisons comme ça qui
change effectivement nos runs et en plus on a différentes armes à disposition, donc chaque run est techniquement différent et je ne relèverai pas cette blague et c'est en plus de ça, et c'est là où le jeu surprend, c'est que c'est incroyablement bien écrit. Et quand je dis bien écrit, c'est-à-dire que chaque dialogue est unique, c'est-à-dire qu'effectivement on rencontre tout le temps les mêmes personnages, que ce soit les dieux de l'Olympe ou les dieux chtoniens, donc des enfers, qui sont dans la maison d'Hadès, où on revient à chaque fois qu'on meurt. Mais à chaque fois, ils vont avoir une ligne de dialogue différente, ils vont nous apprendre quelque chose sur eux, sur l'univers, sur les relations entre les personnages, et en leur faisant des cadeaux, parce qu'on peut aussi leur offrir du nectar et de l'ambroisie, eh bien, on développe nos relations avec eux. Il y a certains qu'on peut séduire, certains qu'on juste une espèce de l'amitié complètement désintéressée, ou voilà, et on va un peu dénouer des relations. Par exemple, vous voyez Sisyphe, le mec qui pousse son rocher tout en haut de la montagne et qui en plus se fait fouetter par les Érini, là, les trois sœurs, on peut régler un peu son problème, on peut faire en sorte qu'il pousse son rocher s'il a envie, mais au moins les Érini le laissent tranquille. Orphée et Eurydice qui sont séparés par un pacte des enfers, on peut les réunir, on peut casser un peu ce genre de lien complètement basique de la mythologie grecque. Et j'ai le droit de dire que philosophiquement tout ça n'a aucun sens. Oui, d'accord. Okay. Oui, parce qu'on rencontre aussi des concepts, hein. C'est-à-dire qu'il y a Sisyphe, il doit pousser son rocher, et Eurydice et Orphée, ils doivent être séparés. Bien sûr. Mais par exemple, Chaos est le père de Nyx, qui est l'incarnation de la nuit. Et les enfants de Nyx, ce sont Thanatos et Hypnos, donc l'incarnation respectivement de la mort et du sommeil. Donc ces personnages-là, ces concepts-là, deviennent des personnages et ont des comportements comme tu pourrais t'y attendre, entre guillemets. Mais voilà, il y a en plus de ça, et c'est un jeu Super Giant Games, donc Bastion, Transistor et Pyre, beaucoup moins connu, mais qui bénéficie de la bande-son de leur compositeur maison, Darren Korb, et de la chanteuse Ashley Barrett, qui sont tous les deux dans le jeu. Et la BO est incroyable. En plus, c'est des longues plages instrumentales avec des gros riffs de guitare bien lourds, et de temps en temps des chants, notamment Eurydice et Orphée, qui sont juste sublimes, et tout ça est parfaitement intégré. Et la DA est magnifique, et voilà. C'est mon jeu de l'année à tout point de vue, c'est-à-dire loin devant tout le reste, quoi. C'est vraiment mon gros coup de cœur. Et à côté de ça, un truc un peu plus plaisir coupable, que j'ai streamé aussi ces dernières semaines, aussi sur Switch, en tout cas Hades est dispo sur PC et sur Switch pour, je crois, 25€, 30€ max, et franchement là j'en suis à 85 heures. C'est le plaisir d'un roguelite aussi, parce que justement ça pousse un peu à la répétition et on peut y passer des heures. Mais en tout cas là on est sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau, donc le préquel de Breath of the Wild, en même temps la suite plus ou moins d'Hyrule Warriors. En bref, ça se passe avant Breath of the Wild. On est en train d'essayer le fléau Ganon de détruire Hyrule, d'empêcher que Hyrule se retrouve dans l'état où on le retrouve au début de Breath of the Wild, c'est-à-dire complètement dévasté, sans rien autour, et voilà, on contrôle Link et tous les héros qui sont là, plus beaucoup d'autres, et c'est toujours ça qui est chouette en fait, c'est que on peut jouer à peu près n'importe qui, dont les grandes fées, il y a des trucs vraiment... c'est des personnages qu'on ne suspecterait pas, et il y a des phases aussi qui sont un peu moins intéressantes, mais il y a quand même des phases en gros mecha, les gardiens qui sont dans Breath of the Wild, où vraiment on défonce des ennemis par paquet de, c'est même plus de 12, mais par paquet de 100 voire de 1000, c'est un très très bon défouloir. Moi j'ai oublié de dire ça, mais il me semble que Ghost of Tsushima est en ce moment disponible pour une 50aine d'euros, qu'il y a des offres promotionnelles, et que sinon si on veut s'acheter la vraie version ça coûte toujours à peu près 70€. Toi on est sur quel genre de prix? Là Hyrule Warriors c'est du jeu Nintendo, donc c'est plein pot, hein. Je crois que c'est même 70 balles, moi je l'ai en démat, mais je crois que c'est même plus que 60, c'est 60-70. D'accord. Ça respecte pas les musos, mais bien sûr que si, ça respecte les musos, justement, voilà, j'aime beaucoup ce genre de jeu, mais je les aime encore plus quand il y a le canevas Zelda par-dessus, voilà. Et Ghost of Tsushima était patché en 60 fps pour PS5, nous dit Otaksu. Écoutez, si vous avez une PS5, eh bien allez-y, d'autant plus. Exactement. Voilà pour les jeux vidéo. Donc, dernière reco livre. Alors je vais peut-être faire une reco
animé moi avant. Vas-y pour les bouquins, on finira par les animés. Bah, justement, je pense que c'est une bonne introduction animée. Bah, de toute façon, c'est une reco que j'avais déjà faite. Bah alors attends, pour faire la transition, je vais parler du mien d'abord. Ah bah parle du tien d'abord. Voilà, qui est, comme je disais, ça va aller assez vite parce que c'est encore une fois une reco à l'aveugle, comme les coffrets DVD. Ça s'appelle Bon baiser du monde. C'est par Guillaume Evin et Laurent Perriot. Laurent Perriot que je connais un petit peu via un podcast que j'écoute sur James Bond, puisque c'est ce dont il est question, qui est un grand spécialiste français qui avait lancé un site, même des fanzines à l'époque dans les années 90, qui avait été très proche des plateaux de tournage, très copain avec Pierce Brosnan dans les années 90, et donc qui nous livre ça actuellement. Le principe, c'est tout simple, c'est on suit les lieux où ont été tournés, en tout cas les lieux où se rend James Bond sur les maintenant 25 films, puisqu'il y a aussi No Time to Die dedans, avec à chaque fois des petits descriptifs, beaucoup d'images, et des films et des lieux en question, et des explications sur les lieux de tournage, sur comment ils ont tourné telle scène, comment ça s'est passé, etc. Je ne l'ai pas encore ouvert, puisque c'est le cadeau pour mon papa pour Noël, mais comme il ne regarde pas, eh ben, tout va bien, il aura quand même la surprise. Et voilà le peu que j'en ai entendu parler, comme j'ai dit, je n'ai pas ouvert, donc c'est à l'aveugle certes, mais très bonne idée. J'en attends que du très bon. Ça coûte 30€. Voilà, tout simplement. Pour 30€ aussi, quelque chose que je vous avais déjà présenté, mais que je me permets de vous remontrer. Et d'ailleurs, j'avais dit pas de sponsor, mais alors là, je vais être très clair avec vous. C'est le bouquin d'un pote qui s'appelle Clément Cusso, qui est un ancien collègue de chez Allociné, et c'est édité chez Webedia, qui est mon ancien employeur. Montre à la caméra. Donc voilà. C'est un bouquin qui signe avec Sébastien Abdelhamid, qui est un youtubeur, et chef otaku, qui n'est pas notre chef otaku. Non, c'est vrai. Qui participe à ce bouquin, et donc le bouquin s'appelle Japanimé, et c'est un bouquin sur les séries animées japonaises, et ça s'adresse vraiment aux novices comme moi. Et moi, cette année, j'avais envie de m'y intéresser enfin à 36 ans. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un peu plus de culture là-dedans. Et ce bouquin est absolument parfait pour ça, parce que ça vous parle de toutes les principales séries, et ça faut pas penser que ça va être de l'analyse très profonde. C'est du survol, mais c'est du survol pour vous mettre au courant et pour vous dire ce qu'il faut savoir dessus. Ouvre une page au pif. Et en plus, c'est pas visuel peut-être. C'est pas du papier de merde. Il y a de la belle illustration qui va avec. Donc voilà, c'est ce genre de truc là. Ça sent le papier glacé qui. Oui. Qui sent bon. J'adore cette odeur. C'est magnifique. C'est un livre en tout cas qui est très beau, qui est très agréable à avoir chez soi et qui se lit très facilement, qui se consulte. Otaksu nous dit j'ai quelques recos pour toi. Oui, on imagine. Je me doute bien. On imagine. Je me doute bien. Eh bien, transition, pour le coup, moi... Ah si, j'avais... Oui, en plus, j'ai parlé avant, mais en fait, j'ai une autre reco bouquin, BD, pour le coup, qui est ici, qui fait une transition aussi avec le ciné. Je m'empêtre dans cette guirlande qui ne fait que clignoter depuis tout à l'heure. Ça s'appelle « Il faut flinguer Ramirez ». C'est signé Nicolas Petrimo, qui fait à la fois le scénar... C'est du relief. C'est du relief, la BD est très belle, en plus c'est un format un peu bizarre. Et en fait, c'est une histoire très parodique, très second degré sur tout le cinéma d'action des années 70, 80, 90. Il y a des grosses références à Thelma et Louise notamment, mais aussi à tous les films un peu de cartel mexicain. C'est l'histoire de Ramirez, qui est un employé de bureau dans une boîte qui fait des aspirateurs, et qui est traité en plus façon Apple. Il y a aussi un gros parallèle avec notre société actuelle à nous, où en gros, genre, chaque nouvelle annonce d'aspirateur, c'est comme une keynote en fait, où les mecs sont là, genre waouh, incroyable et tout. Les aspirateurs sont vendus avec 25 000 embouts. On t'achète que l'aspirateur et pas le tuyau qui va avec, c'est complètement con, mais voilà, comme une connectique Apple. Et en fait, ça se présente, je vais ouvrir une page plus ou moins au pif, alors c'est pas la meilleure, je crois que surtout sur la fin, il y a des planches qui sont absolument magnifiques, des trucs très... Il y a un texto qui dit El Dyson. Ouais, c'est un peu ça. Et là, voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment penser comme un film sur du papier. Encore une fois, le papier est aussi très beau. Il y a des dialogues assez marrants, assez second degré, assez... un esprit Kaamelott, je trouve, mais j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, genre plein d'ironie, des trucs très parlés, en fait, mais... j'ai un peu du mal à en parler, alors qu'en fait, c'est très simple, c'est une histoire qui est très basique,
Et juste on prend plaisir à suivre ça explose un peu dans tous les sens. Il y a 2 personnages de femme fatale au début, il y a Ramirez, il y a des tueurs de cartels mexicains, ça se fout un peu sur la gueule, c'est absurde et c'est même plutôt drôle. Il y a des fausses pubs aussi, mais genre hyper détaillées avec des vraies annonces, des faux logos, il s'est vraiment défoncé. Le premier est sorti je crois en 2017 ou 2018 et le deuxième est sorti là en novembre, donc c'est sorti aussi cette année, j'ai découvert ça. Et chaque album coûte Ça coûte entre 20 et 25 euros, donc un petit peu plus cher qu'un album classique, mais c'est assez long à lire, il y a genre 150 pages, et même au-delà de ça, il y a beaucoup de textes sur les fausses pubs, il faut vraiment tout lire, même la quatrième, même les entrecouves comme ça, il y a des descriptions d'aspirateurs, c'est complètement débile, et même la fin, il y a un faux formulaire de satisfaction à renvoyer avec des petites blagues et tout, c'est vraiment très très complet. Il faut flinguer Ramirez, c'est chaudement recommandé. Avant qu'on passe à l'actu, moi je voulais juste vous faire un petit cadeau gratuit que vous pouvez diffuser à qui veut. J'ai suivi toute cette année un compte Twitter qui s'appelle Crustel. Alors je sais plus si je vous ai mis le lien de ce compte Twitter. Je crois pas. Et c'est ce compte Twitter qui s'appelle Crustel. Je pense que il est animé par j'ai pas fait mon boulot de recherche comme j'aurais dû le faire, mais je pense qu'il est animé par des gens qui font du doublage tout simplement, et ils se sont amusés à vous faire pour chaque jour de confinement 1 minute de détournement de film sur la thématique confinement. Mais c'est diablement bien fait, et si vous avez été déçu de tout ce qui s'est fait depuis le grand détournement sur la thématique, sur le principe, l'exercice détournement de film, regardez je pense qu'ils ont fait entre 50 et 100 vidéos cette année, regardez-les une par une, c'est à se rouler par terre de rire. Il y a le parrain, voilà, enfin il y a beaucoup, il y a Harry Potter, il y a plein de trucs, et c'est merveilleux, c'est quelque chose qu'ils ont fait juste comme ça pour nous amuser chaque jour que le confinement a fait, et merci à eux, merci 1000 fois à eux, ils sont prodigieusement talentueux, c'est super. Bah bravo. Et pour terminer, Marocco animé, sur quelque chose qui est sorti cette année, parce que j'ai vu pas mal d'animés cette année, mais pas mal de rattrapage. Ça c'est sorti cette année, ça s'appelle Japan Sinks 2020, donc le Japon cool 2020. C'est de Masaaki Yuasa, donc j'avais écrit un article sur lui, qui est réalisateur de Mind Game notamment, et qui a aussi fait sur Netflix Devilman Crybaby, qui est complètement fou et décadent. Là on est sur quelque chose d'un peu plus classique, mais ça part quand même un petit peu dans tous les sens. C'est tout simplement le Japon qui est victime de tremblements de terre successifs et qui en fait s'effondre littéralement dans l'eau et qui se retrouve submergé petit à petit. On suit un groupe de survivants, d'une famille en fait, hein. Il y a la mère, le père, les 2 enfants, et qui rencontrent des personnes un petit peu sur la route. Il y a un côté road trip avec beaucoup de rencontres sur le chemin. Ça dure 12 épisodes je crois, donc ça s'engloutit très vite, exactement comme Devilman Crybaby. Et voilà, c'est à voir. Il y a le style est très reconnaissable de Yuasa. Si vous cherchez sur Netflix, il y a donc ces 2 séries là et un de ses premiers films que je n'ai pas encore vu. Et puis Mind Game, comme le dit Otaksu, effectivement sur le grand pop, vous avez que des bons articles. Yes. Voilà, yes. On a fait le tour. On espère qu'avec ça vous aurez de quoi sustenter vos amis, votre famille ou vous-même, pourquoi pas. Allez-y. Yes. Régalez-vous. Et puis là, ta mission, si tu l'acceptes, parce qu'on va passer à l'actu, ça va être de speedrunner le truc de Disney. Mon Dieu. Donc Disney, Star Wars, Marvel, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier ? Explique-nous. Ça m'épuise rien que d'y penser. J'ai mis un temps fou. Je pensais pas, déjà pour retrouver l'article qui te recense ça tout bien. Moi j'ai vu le truc, je vais le mettre à l'écran, ça va être plus simple. Et vous l'avez vu passer aussi. Voilà, vous avez aimé, en voici une vingtaine. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que en fait, je ne comprends pas. Enfin, je comprends sans comprendre. Bref, c'est ça. Voilà, ça c'est une des premières choses qu'on a eues. C'est du 100% Star Wars, voilà. Donc 100% Lucasfilm. 100% Lucasfilm. Parce que Indiana Jones, effectivement. Il doit y avoir Willow, oui, voilà, il y a Willow. Il y a beaucoup de choses. Alors on va essayer de prendre tout ça dans l'ordre. Je vais vous enlever ça parce que ça fait mal à la tête. En gros, il y a eu 2 films, 10 séries. D'accord.
Et on en est à peu près là pour Star Wars, avec effectivement Willow et Indiana Jones, tu l'as dit, Indiana Jones 5, on sait que c'est en développement, voilà. Willow, pareil, vous avez un article sur le Willow original de Menro, allez-y. Et on va peut-être commencer par les films, même si c'est ceux pour lesquels on a le moins d'images finalement, puisque c'est que des trucs qui sont assez lointains. On a eu le droit à une petite vidéo où on a eu Patty Jenkins qui était très contente de nous dire qu'elle travaillait sur Rogue Squadron, donc Patty Jenkins, réalisatrice entre autres des 2 Wonder Woman. Qui n'a pas de lien avec Rogue One. Qui n'a pas de loin... Non, Rogue Squadron, c'est alors a priori une histoire donc de pilotes, quoi, comme le jeu, c'est très bizarre, ils ont donné un vieux jeu ils ont donné le nom d'un vieux jeu N64, où on va suivre des pilotes de la prochaine République, donc c'est quelque chose qui sera encore dans le futur, je crois 2022. Ça, c'est une première chose, Rogue Squadron, et on aura encore plus tard, il n'y a pas de date, mais visiblement, c'est prévu 2024-2025, que je retrouve mes notes, un film qui n'a pas de nom, voilà, pour l'instant, qui sera réalisé par Taika Waititi, donc qui s'est vraiment fait, qui se plaît complètement dans l'univers Marvel Disney, hein, puisque réalisateur ça l'empêche pas de faire Jojo Rabbit. Tu vois. Oui, de faire Jojo Rabbit. C'est celui qui nous avait fait Thor Ragnarok, que certains n'aiment pas, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette. Et Jojo Rabbit que certains aiment démesurément et que moi je trouve sympa mais sans plus. Donc c'est un réalisateur qui a un ton, qui a un humour. Ah oui, complètement. Ça il l'a gardé, hein, même dans Thor Ragnarok, puisqu'il y a aussi 2 personnages qui sont joués par lui et un de ses potes en plus qui sont assez drôles, et qui réalisera aussi le prochain Thor, le 4e. Exactement. Je fais déjà un aparté, mais comme ça je l'évacuerai. C'est Thor Love and Thunder qui sortira en mai 2022. Avec le retour de Nathalie Portman. Et Christian Bale en méchant. Absolument. Voilà. Donc il y a de plus en plus, tout le monde va finir dans Marvel, vous allez voir. Donc ça c'est sans date, sans nom, mais un Star Wars par Taika Waititi. Ensuite on a eu donc, comme je l'ai mis, une trouzaine de séries, et là encore on va commencer par peut-être celles qui nous font le plus envie. Alors on savait que Mandalorian saison 3 c'était, on le savait même avant le lancement de la saison 2, hein. La saison 2 s'arrête demain je crois, dernier épisode. Et parmi les projets très très intéressants, si vous avez suivi le dernier épisode, mini spoil, attention, on va la montrer quand même. Ceci, donc une mini-série visiblement centrée autour du personnage d'Ahsoka Tano, donc l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker en Clone Wars, tout cela est très technique, jouée par Rosario Dawson, donc dans cet épisode de Mandalorian. Ouais. Voilà, ça c'est une première chose. Je vous donne pas les dates, quand je vous les donne pas, c'est qu'on les a pas encore, il me semble, de mémoire. Deuxième série annoncée, où là pour le coup je suis plus ça fait longtemps que c'est annoncé ça. beaucoup plus dubitatif. Ah d'accord, j'avais raté l'info. On aura donc, sur Cassian Andor. Andor effectivement, sur donc le poteau de Felicity Jones dans Rogue One. Voilà. Mais pourquoi pas. C'est pas bête, ça fait un peu spin-off de spin-off, mais c'est. C'est même le. En fait, techniquement c'est le préquel de la préquel, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça bien. Mais pourquoi pas, c'est un personnage qui peut être. Wow, ça vous n'êtes pas censé voir ça, mais c'est pas grave. Hop, Rogue One, on est là. On sait le conducteur. Je me mélange, il y a tellement d'images, tellement de choses. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Et là, il n'y a pas d'image, en tout cas, que j'ai réussi à trouver, mais dans les projets les plus intéressants quand même, il y a cette fameuse série Obi-Wan. Avec Ewan McGregor, ça s'était annoncé, mais en plus Hayden Christensen qui revient faire Anakin, Dark Vador. Faire Dark Vador, quoi. Voilà, tout simplement. Peut-être Anakin, tout simplement, dans des flashbacks, j'en sais rien. A priori, de ce qu'on a annoncé, c'est qu'il revient en tant que Dark Vador, ce qui est bon, ok, pourquoi pas, mais peut-être pas le voir beaucoup. Hein, et je n'ai plus, donc a priori ce serait après le 3, entre le 3 et le 4, quelque chose comme ça. Entre le 3 et le 4. Ouais, je crois que c'est ça. Ce qui casse vachement un truc, c'est que dans le 4, quand ils s'affrontent, on a vraiment l'impression que ça fait très 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 longtemps qu'ils se sont pas vus. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils vont se retrouver? On sait pas. Bon, voilà. On se doute quand même un petit peu. Ensuite, on a eu peut-être la confirmation, là encore, je crois que ça avait été déjà annoncé, la série Lando, sur Lando Calrissian, voilà, réalisée par, en tout cas principalement par un des mecs qui est derrière Dear White People, que moi je n'ai pas vu, donc pas spécialement d'avis là-dessus. Si c'est pour avoir Lando qui nous fait évidemment pendant 8 heures, ok. Je comprends pas très bien l'intérêt non plus, mais bon. Mais voilà, il y a que moi qui n'aime pas Star Wars. Bah écoute, alors non, bien sûr. Hein, il y a plein de gens qui aiment pas Star Wars. Il y a plein de gens qui aiment pas Star Wars, sauf que là, t'as pas le choix. Ma femme a jamais vu Star Wars. C'est tout à fait normal de ne pas aimer Star Wars, et nous on aime jusqu'à un certain point. Voilà, on va pas vous mentir. Et on a Rangers of the New Republic, donc là encore une autre série qui n'a pas de date de sortie, qui se passe visiblement en même temps
que The Mandalorian, où effectivement on est dans le côté, comme son nom l'indique, Nouvelle République, donc après le 6. Voilà. Mais est-ce qu'on est sûr que tout ça est du live action ou il y aura de l'animé là-dedans? Tout ça est du live action, puisque derrière il y a 2 séries animées qui ont été annoncées, qui existaient déjà d'ailleurs, il me semble. The Bad Batch, je crois que je l'avais déjà vu. C'est effectivement une série animée très style Clone Wars pour le coup, de ce que j'ai vu. Et A Droid Story, donc là très centré sur un petit robot. Je sais pas si tu connais ma théorie, mais moi j'avais un projet de spin-off pour Star Wars qui était un truc qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Et c'est pour ça, A Droid Story, ça m'excite beaucoup. Moi, je voulais un spin-off sur le droïde Gonk. Tu vois ce que c'est que le droïde Gonk dans Star Wars ? Dans le 4, dans Un Nouvel Espoir, à un moment, on est dans le camion des Jawas, là, où il y a plein de puis il y a un droïde carré, avec des petites jambes, qui avance et qui fait Gonk, et qui avance. Et ça sert à rien. Et on le retrouve dans le Retour du Jedi, donc 2 épisodes plus tard, et il est chez Jabba the Hutt, et il est en train de se faire torturer. On le retourne et on lui brûle les pieds. Oui. Ok, je veux juste savoir ce qui s'est passé entre les deux. Comment ce truc-là s'est retrouvé là? C'est quoi l'histoire derrière ce droïde? Non, mais c'est tous les espèces de droïdes un peu rectangulaires avec les angles littéralement. Genre. Ouais, c'est ça. Il y en a pas mal dans les étoiles de la mort, dans les bases de l'Empire, effectivement. J'ai jamais compris à quoi servaient ces trucs-là. Non, à rien, c'est des droïdes Gonk, ça sert à rien. Et voilà, on a aussi, et 2 choses dont on ne sait rien. Pour l'instant, on a juste 2 noms. On a The Acolyte, dont la citation vous dit « Un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l'ère de la Haute République. » Super. Voilà. Ok. Et Vision, on sait pas ce que c'est. Et Vision, on sait pas ce que c'est non plus, ça s'appelle Vision. Voilà. Ok. Et on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on aime bien les 6 premiers, grosso modo, et qu'après ça se complique, même si toi, t'es sûrement celui le plus enthousiaste sur la nouvelle trilogie. De nous 4, je veux dire. Surtout avec le 7 et le 8, je comprends pas très bien ce qu'a fait le 9, mais je trouve que la dernière trilogie, faut pas la raccrocher en fait. Faut la regarder comme une espèce de proposition de fan de Disney qui rachète ça, mais les 6 premiers, en revanche, moi j'ai jamais dit la prélogie est dégueulasse ou je sais pas trop quoi. Ah non. Les 6 premiers se suivent totalement, et voilà. Moi j'ai un coffret des 6 premiers, et je trouve que c'est le seul coffret Star Wars qu'il faut avoir. Exactement, complètement. Voilà, s'il est un peu restauré, c'est encore mieux. Et ensuite, on enchaîne, on va assez vite. Yes, Marvel. Marvel Studios, où là encore, du nouveau, et encore du nouveau. Alors des choses qu'on savait déjà, des espèces de secrets de polichinelle, même s'il y a finalement pas mal de nouveaux venus. On va décortiquer encore une fois tout ça. Déjà, on est dans les trucs les plus récents, on va plutôt fonctionner en termes de calendrier cette fois. On a pour les 3 prochains mois sur Disney+, WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Donc là, on est sur 2 séries. Alors WandaVision, de ce que j'ai compris, ça reprend l'idée d'une sitcom avec Wanda, donc la Scarlet Witch, et Vision, donc Paul Bettany, et qui sont pris dans une espèce de fausse sitcom. On se doute qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Voilà, c'est sûrement encore un truc très très méta. C'est là le 15 janvier sur Disney+, donc très très bientôt. Ça a l'air rigolo. Oui, ça a l'air rigolo. Pourquoi pas, après tout. Alors c'est vrai que je préfère effectivement une nouvelle proposition, un truc complètement différent, de partir sur un ton un peu barré, complètement. Années 50, 50-60, ça a l'air chelou, ça a l'air sympa. Allons-y. Et ensuite, alors ça, je sais pas du tout si c'est un visuel officiel ou une espèce de truc de fan. Donc The Falcon and the Winter Soldier qui se passe après Endgame. Tout ça fait partie de la nouvelle phase du MCU, vous savez. Là pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. Et non, en fait, moi j'ai jamais. Moi perso, mais. Voilà, je suis pas très fan. Tous les trucs de Captain America, je m'en fous complètement. Exactement. Et on n'est pas du tout. on est complètement raccord là-dessus. Effectivement, alors ils prennent. T'as l'impression de voir l'affiche et ça y est, t'as tout vu quoi. C'est ça la proposition. Ils sont ensemble, ils font des trucs chouettes. Voilà, ils sont potos. Et puis on est très content pour eux. Mais c'est super. Ils sont super. Le meilleur truc avec ces 2 persos OSEF, c'est de les combiner. alors même si là le problème finalement c'est qu'ils étaient différents, là ils ont un peu le même intérêt, ils se retrouvent un peu avec les mêmes. Enfin bref. Ce qui était génial avec Sebastian Stan, c'est quand on a su que son contrat incluait 11 films Avengers, on était là mais pas film Avenger, mais film de l'univers Marvel.
on se disait mais c'est le personnage le plus fan possible, quoi. C'est le personnage que tu veux pas revoir revenir 11 fois. Bon bah tu l'as à toutes les sauces. Voilà, maintenant il a une série à lui. Bravo mec, t'es allé au bout de ce que tu pouvais faire. Et ensuite donc beaucoup de choses qui viendront plus tard. On a She-Hulk, donc voilà. Ok, pourquoi pas. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Loki. Ouais, évidemment. Tout est dans le titre aussi, et bien sûr, pourquoi pas. On a Moon Knight, que je ne connais pas du tout. En tout cas, dans l'univers Marvel, je ne traite pas du tout connaisseur de comics, donc je sais pas d'où sort ce personnage. Et on enchaîne avec I Am Groot. Évidemment. Voilà, bien sûr. Secret Invasion, qui est apparemment centré sur Nick Fury. On a Iron Heart, donc qui est centré sur un personnage de la galerie Iron Man qui s'appelle Riri Williams. Et toujours dans la galerie Iron Man Armor Wars. Voilà. Et on a Hawkeye. Ouais, ok, on savait. Sur le personnage de Hawkeye. Au moins, l'avantage, c'est que les noms sont plutôt straightforward, j'ai envie de dire. Et on a bien sûr aussi des films, donc on l'a dit, Thor 4. Voilà, on se posait la question, pourquoi est-ce qu'ils continuent avec Thor alors qu'ils ont lâché tous les autres. Mais bon. Captain Marvel 2, comme le premier avait tapé le milliard au box-office mondial, tu pouvais être sûr. C'est ça. Puis de toute façon, quand ils introduisent un nouveau personnage dans l'univers Marvel, tu peux être sûr qu'il va y avoir au moins 3 films. C'est normal. Faut continuer. Ah, Otax nous dit Moon Knight, le Batman de Marvel. Ok. Un gars torturé. D'accord. Why not? Ok. Why not? Captain Marvel, c'est pour novembre 2022 par une réalisatrice que je connais très peu. Little Woods, j'ai pas vu. Et Candyman, ça devait sortir cette année. Ouais, et c'est pour l'an prochain. On a ensuite Les Gardiens de la Galaxie 3 pour Noël, donc sans James Gunn, qui s'est fait dégager. Ah, mais il s'est pas fait réengager derrière? Il me semblait qu'il s'était fait réengager, moi. Pour la blague, ça serait marrant qu'il se refasse dégager une deuxième fois, mais je sais pas. James Gunn est de retour, ok, my bad. Oui. My bad. On enchaîne avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc toujours à chaque fois il rajoute un truc pour Ant-Man, voilà. Le 2 était déjà nul à chier, bon pourquoi pas. Le 2 était pas formidable, mais j'aime bien le personnage, j'aime bien l'univers, donc le 3 je me le ferai avec plaisir. On a aussi un autre nouveau qui s'appelle Shang-Chi, que je ne connais pas du tout, j'avoue. Black Panther 2 avec Chadwick Boseman, visiblement. Voilà. Là encore, pas trop de dates. Et un reboot des 4 Fantastiques. Un énième reboot des 4 Fantastiques par le mec qui a fait les 2 derniers Spider-Man. Yes, ok. Voilà. Donc vous en voulez encore? Qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans? Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a des choses en dehors de Marvel, Disney complètement. On a cette petite chose qui est Lightyear, donc apparemment, alors j'ai pas très bien compris. Un film sur Buzz. J'ai vu ça sur le Twitter de Chris Evans, qui a l'air de participer au film. Je sais pas, j'ai pas compris si c'était vraiment Buzz l'éclair ou si c'était un truc sur Buzz Aldrin, genre en gros la vraie histoire derrière le personnage qui a inspiré Buzz l'éclair, mais je crois comprendre que c'est quand même centré sur Buzz l'éclair. On sait pas. Voilà, écoutez, pourquoi pas, alors que Pixar a l'air de manquer un peu d'idées aussi. On aura dans les infos que je vous balance comme ça Tom Hanks qui jouera Geppetto dans Pinocchio et par Robert Zemeckis Pinocchio. Par Robert Zemeckis effectivement pour le moment. Et Jude Law en Capitaine Crochet dans Peter Pan. Donc bientôt il faudra se poser la question, qui n'a pas déjà joué dans un film Marvel? Ils arrivent vraiment un film Disney, un live action oui pardon, c'est vrai que oui, Marvel Disney effectivement, autant pour moi. Et dans les trucs un petit peu plus excitants quand même, une série Alien qui sera diffusée sur FX, donc potentiellement sur Disney+, par le mec qui nous a fait quand même Légion, mais surtout, en ce qui me concerne, Fargo. Ouais. Et alors, j'ai pas vu la saison 4 encore, mais alors les 3 premières... Ouais, je veux bien lui faire confiance, mais une série Alien sur Terre par Disney... Ouais. C'est casse-gueule de ouf. Ouais, c'est casse-gueule de ouf, mais bon, c'est vrai que le mec est génial, donc why not. J'ai envie de lui faire confiance au moins pour cette fois-là. Et puis, dans les petites choses effectivement qui sont passées ensuite derrière, l'abonnement Disney+, qui prend 2€, hein, qui a passé chez nous de 7 à 9. Dans ta gueule. Grosso modo, mais qu'ils expliquent par leur ajout des sections, donc FX, ABC et la Fox, surtout, voilà, catalogue Fox. Bien sûr, on est prêt à payer 2€ pour ça tous, bien sûr. Et voilà, évidemment. Sauf que bon, là, ça viendra plus tard. Hein, j'ai regardé le calendrier pour janvier, c'est triste à mourir, mais bon, ça viendra. Okay. Je sais pas quand rentre en compte cette augmentation par contre. Gauthier est pas content, non, Gauthier est jamais comme un poisson dans l'eau là-dedans, hein, mais bon. Il y a plein de trucs, genre ils intègrent Hulu, alors je crois pas pour tout de suite. Ça viendra peut-être, hein, je n'ai rien vu en ce sens. On quitte un petit peu l'univers Disney, on prend un peu de recul. On va quand même parler grosses franchises qui tâchent, hein, parce que c'était dans l'actu cette semaine.
c'est ce monsieur. Ouais, il est rigolo, putain, non seulement je l'adore, mais qu'est-ce qui me fait rire. Alors pour le coup, j'ai vu, voilà, on va le montrer, c'est Tom Cruise, en plus avec un masque, mais alors j'ai vu, un petit aparté, pour commencer, j'ai vu un très très bon documentaire qui est dispo sur Arte en ce moment, Tom Cruise corps et âme, qui revient sur toute la carrière de Tom Cruise et toutes ses contradictions, et voilà, toute son histoire compliquée avec la scientologie, avec son statut de star, voilà, donc si vous voulez creuser le personnage ou si vous pensez mal le connaître, allez-y, c'est très très complet et ça dure une 50aine de minutes, donc voilà. Donc ce mec qui, je le rappelle, est le plus grand acteur de tous les temps, de tous les temps et de toutes les nationalités confondues, j'en ai rien à foutre, je maintiens. Petit par la taille mais grand par l'ego. Exactement. Non mais mec, enfin mon argument encore une fois c'est qu'il peut absolument tout jouer là où tout acteur ne pourrait pas tout jouer. Lui il peut te faire Mission Impossible comme Eyes Wide Shut, comme Entretien avec un vampire, comme un 4 juillet, il peut tout jouer, ce mec, c'est impressionnant. Il est donc très accroché à sa franchise Mission Impossible, c'est son petit bébé, et maintenant il est producteur des films, en plus de ça. Et donc Otaksu nous dit il a fait une Christian Bale. Ouais, sauf que Christian Bale, quand il a gueulé, il était vraiment en train de pourrir un chef-op sur le plateau de Terminator Salvation, c'était un peu gratos. C'était un peu gratos. Là, ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'il y a eu deux techniciens qui respectaient pas vraiment les distanciations sociales sur le plateau du nouveau Mission Impossible, et Tom Cruise a pété une pile. Allez voir. Les a pourris. On va pas le passer là parce que ça dure 2 minutes et il y a beaucoup de bip bip, mais allez voir sur. Alors je l'ai vu moi sur le. C'est une exclue du Sun. Et sur même le. Si vous voulez retrouver facilement le Twitter Mission Impossible France. Et ça fait partie des derniers tweets qu'ils ont fait. Et là où il faut comprendre le truc, c'est que Tom Cruise n'est pas seulement acteur là-dedans, il est aussi producteur, donc c'est vraiment son chantier. Et il a pris le parti de faire de ce tournage un truc absolument exemplaire en termes de respect du protocole sanitaire. C'est un des rares films qui se tourne et qui a recommencé, qui est parmi les premiers qui ont recommencé à tourner. C'est à Venise la photo. Oui, mais il a carrément fait construire un village isolé en Angleterre pour toute l'équipe de tournage pour pouvoir continuer à tourner le film. Ils ont fait des trucs complètement fous pour organiser un modèle de tournage que ensuite les Américains ont pu récupérer. Et c'est vrai que Hollywood le consulte régulièrement pour dire comment vous faites pour ceci, pour cela, pour qu'on puisse continuer à tourner. Donc derrière ces protocoles sanitaires qu'il faut respecter, ce qu'il dit est très parodique, c'est ouais, vous faites perdre des milliers d'emplois à des gens, etc. Mais c'est vrai qu'on compte beaucoup sur ce modèle-là, sur ces règles d'or dont il parle dans l'extrait sonore qu'on peut entendre. Donc il leur dit si vous n'êtes pas prêt à respecter ça, you're fired. You're fired, vous dégagez tout de suite et tout ça. Enfin, c'est très oppressant d'entendre un espèce de grand patron gueuler sur des techniciens. Puis c'est là, voilà, c'est Tom Cruise, on connaît sa voix, quoi. Et Tom Cruise qui est foudrage. Et en même temps, il drive un bateau sur lequel beaucoup de personnes ont embarqué. Ouais. Et au fond, malgré le ton, au fond, on sait qu'il a raison, quoi. Donc voilà, c'est... le petit coup de gueule de la semaine, c'est assez marrant. Et perso, Tom Cruise, tu veux venir chez moi m'engueuler et me pourrir la gueule, viens, je t'ouvre la porte. Lucie nous dit, j'aurais chialé au bout de 10 secondes. Ouais, on préfère être de ce côté-là, hein. Clairement, on n'a pas envie d'être... Moi, on les entend doucement, les mecs, ils font la yes sir, tu vois, mais bon, ouais, on imagine qu'ils en menaient pas large, quoi. Parce que vraiment, c'est 2 minutes et ça déroule, quoi. C'est clair. Bon, voilà. Et puis fais-nous un bon Mission Impossible, c'est tout ce qu'on demande. Ouais, grave, les derniers sont quand même hyper jouissifs, donc c'est clair. On a juste envie de more of the same. Voilà, très bonne franchise. Oui, on a appris aussi qui allait interpréter le personnage Whitney Houston tu me l'apprends que dans le biopic sur Whitney Houston. J'ai complètement oublié le nom de cette personne. Ah oui, alors moi aussi. Alors, attends, je retrouve Naomi Aki. Oui, merci beaucoup. On la connaît parce qu'elle était dans Star Wars 9, tout simplement. C'est la vraie fausse fille de Lando Calrissian. Exactement. Et puis on la connaît de séries comme The End of the Fucking World et tout ça. Et donc c'est elle qui a été choisie pour interpréter Whitney Houston dans le biopic et qui va lui être consacré. Ça peut nous paraître un peu bizarre de consacrer tout un biopic à Whitney Houston, mais je vous rappelle tout simplement que la bande originale du film Bodyguard est le 4e album le plus vendu dans le monde. Ouais.
c'est un truc de dingue. Et Whitney Houston, peut-être outre-Atlantique, est vraiment encore une institution. Peut-être qu'ici on la connaît un peu plus mal, mais un biopic sur elle, c'est sûr que ça va absolument cartonner. Ouais, et en plus j'adore What's Love Got to Do With It. Voilà. Et il y a aussi un documentaire qui s'appelle Whitney, il me semble, qui est sorti il y a quelques années. Oui. Qui a une vie vraiment pas facile aussi, c'est un peu ce qu'aiment bien les Américains. Kevin McDonald, il me semble, qui avait réalisé ça. Et c'est un assez beau documentaire qui révèle des choses assez tragiques et assez... Une nana bourrée d'addiction et qui a été abusée dans son enfance par une tante qui est aussi une star de la chanson du Motown. Enfin bon, regardez ce film, il est vraiment très très intéressant. Donc il y a finalement beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Je ne comprends pas ce message de Taxou, alors je vais passer à autre chose. Non, je sais pas, sais pas non plus au Tax. Puisque tu as mis une question dans le conducteur, et la question est: qu'est-ce que tu as fait, mon cher Gauthier, de ton mercredi après-midi? Alors, mercredi après-midi. En images. J'aurais dû faire un indice chez vous. Alors, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? En gros, mercredi, Parce qu'on peut le dire, t'es quand même un mec qui aime bien traîner tous les week-ends dans les manifs, à casser des vitrines. Exactement, c'est grave mon genre. Ouais. Vous avez sans doute entendu parler de ça à la télévision. Mercredi, il y a eu une manifestation à midi à Place de la Bastille à Paris, une manifestation où vraiment les gens se sont donné le mot très très vite. Ça s'est organisé en un peu plus de 24 heures, mais à peine. Et donc les gens du monde du spectacle, les gens solidaires du monde du spectacle se sont réunis Place de la Bastille pour dire qu'il y en avait un petit peu marre de ces restrictions gouvernementales qui font qu'on ne peut pas ouvrir les théâtres, on ne peut pas ouvrir les cinémas, on ne peut pas ouvrir les salles de concert, même classiques, où on serait tous assis. Et je pense qu'il serait très content de l'entendre dire ce soir avec ses bois de rennes sur la tête, la lémie et la guirlande qui clignote derrière. et bref, moi je sortais d'une projection et habituellement, comme tu viens de le dire, je ne vais pas dans ces rassemblements-là, mais là je me suis dit, ça m'emmerde un petit peu, je me sens solidaire de tout ça, et je suis, au métro Bastille. Et si je descendais là pour... et là où c'est complètement usurpé, c'est que vous allez me dire, dans tout ça, comment as-tu trouvé le temps de te faire un petit panneau? J'avais un carton qui traînait dans mon sac. Et pas du tout, en fait. Je suis sorti Place de la Bastille, il y avait tout ce monde, il y avait en vrai pas mal de monde, et en cherchant des yeux pour moins me sentir seul, je suis tombé sur le président du syndicat de la critique française, qui s'appelle Philippe Rouillet. Des fois il passe sur Canal+ dans une émission qui s'appelle Le Cercle, je crois. Enfin je crois pas, je suis sûr, j'ai déjà vu. Et bref, il était là lui-même avec ce panneau et avec d'autres critiques. Donc moi je disais, hey, ça y est, je connais quelqu'un. T'es comme dans une soirée où tu croyais être tout seul. Et je fais donc je lui fais. Il a vu de la lumière. Exactement, donc je suis là genre mes copains, ma bande elle est là, et je vais le voir, je fais salut, dis donc tu dois avoir mal au bras, si tu veux que je tienne le panneau tu t'hésites pas, et là le mec me répond littéralement j'allais me casser donc tiens, et il me file le panneau, le guet-apens. Et tout le monde se barre, et moi je suis resté tout seul comme un con comme ça pendant free hugs. Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'est moi qui suis solidaire. T'as quand même été pris en photo et repéré par une journaliste sur Twitter. Exactement. Et je pense que c'était d'ailleurs une des personnes qui faisait partie des critiques et qui en partant s'est dit tiens, on te laisse là, vas-y. Salut. Mais au moins j'avais le panneau officiel du syndicat français de la critique de cinéma. Voilà. Lucie nous dit Black Bloc, il a prévu la tenue full noire. Ouais, bien sûr. Et puis j'allais péter des vitrines et tout ça. Ouais. Avec un coup de béret avec des lames dedans. C'est comme Peaky Blinders à tout moment. Et alors je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller en manif. Moi c'était la première fois que je portais un panneau dans une manif, mais c'est très bizarre, c'est que au fait les gens, je pense qu'il y a des journalistes, mais les gens de manière générale vous prennent en photo du coup. Et moi, j'étais là tout seul comme un con sur les marches de la Bastille, et il y avait toutes les 10 secondes quelqu'un qui passait et qui me prenait en photo comme ça, qui prenait plein de photos, alors moi je savais pas où regarder, et puis qui se barrait. Donc
Donc je pense qu'il y a si vous voulez être pris en photo, allez dans une manif avec un panneau. Avec un panneau à la con, tout le monde vous prend en photo, c'est très bizarre. Si possible à la con, là le message était on ne peut plus premier degré. Et, oui, et voilà. Non, là le message est très. Il est pas du tout à la con. Hein. La critique est vraiment solidaire des cinémas. Oui. Rendez-nous nos cinémas. Vraiment, je suis désespéré, moi. Voilà, on rappelle vraiment les cinémas qui ont été refermés alors qu'ils étaient censés rouvrir cette semaine, moins d'une semaine avant, voilà, littéralement. Et pour l'instant, on nous dit le 7 janvier. Voilà, et je suis très clair là-dessus. Plus personne n'ose y croire, quoi. C'est non, mais le 7 janvier, après les fêtes de fin d'année, comment on peut croire que la crise sanitaire va s'être atténuée et qu'on pourra rouvrir les cinémas? C'est impossible. Mais je suis très très ferme là-dessus. Pour le coup, là, je suis pas du tout en train de rigoler. Les cinémas ont été exemplaires sur le protocole sanitaire. Et personne n'a chopé le Covid dans des salles de cinéma. C'est pas vrai. C'est pas là où la maladie se chope. Et je comprends pas pourquoi les exploitants sont obligés de fermer leurs portes. Pendant ce temps-là, bien sûr, on peut rester en train de regarder Disney+ et Netflix et tout en restant chez soi. C'est cool, ils ont des catalogues cool. Mais nous, ce qu'on aime dans le cinéma, la magie du cinéma, c'est de sortir, c'est de s'acheter une place, c'est d'avoir un siège rouge, c'est que les lumières s'éteignent, c'est que le film commence. C'est ça la magie du cinéma et c'est ça qui nous manque terriblement. Voilà. Amen. Et Otaksu qui nous dit Gauthier, ce faux français qui découvre les manifs en fin de trentaine. Oui, alors bah, là-dessus, vous avez deux spécimens incroyablement revendicatifs sur ce canapé. Voilà. Et les manifs, c'est tellement vrai ce que tu dis. Les manifs, ça se découvre au lycée dans une amicale communiste. Ouais, bah. Écoute, moi j'ai attendu d'arriver à Paris aussi pour aller faire une manif. Et je me suis fait chier, voilà. Donc tout ça pour j'ai fait une manif. Il y avait pas de merguez, c'est pas vrai, ok. Je les ai pas vus, d'accord. Peut-être que je regardais pas où il fallait, mais il y avait pas de merguez. Bon, voilà. Moi, la première fois que j'ai voté de ma vie, c'était en présidentielle 2002, donc tu peux imaginer le degré de déception de la politique de ma génération. Effectivement. Voilà. Tous les lycéens ont fait une manif pour le climat, oui, bah, on va pas chez moi. Chez moi, c'était le CPE, et j'y suis pas allé parce que, lycée privé. Voilà, on n'avait pas le droit de sortir quand on voulait. Non, mais les deux manifs au deuxième tour du Front National, moi j'y étais. À 18 ans, et là, en 2017, les deux manifs, c'est les deux premières manifs que j'ai faites. Après, j'ai fait celle-là, et c'est tout. Voilà, l'ensemble de mes manifs. Le grand militant. Des belles CSB comme on n'en fait plus. Et on va pouvoir, après cette bonne petite digression, mais il fallait le dire, on est solidaire des cinémas, même je ne travaille pas directement dans le cinéma, mais je me sens très touché parce que j'y vais presque près d'une centaine de fois par an, donc évidemment qu'on a envie d'y retourner pour nous et pour eux, bien sûr. Voilà. Et du cinéma, on va en parler, voilà. Allez. Transition, yes. On se rattrape aux branches. On va enchaîner avec notre dernière partie, 1h30 d'émission, on est long, mais écoutez, c'est la dernière de l'année, on va pas vous voir pendant 2 semaines, donc on en profite. On va parler de ceci, on va parler de Dark City, d'Alex Proyas. Ce film. Eh ben, Est-ce que tu l'as vu cette semaine? C'est un film assez fou. Je vais vous mettre juste une image, et c'est vrai que, je vais pas dire qu'on résume tout le film avec ça, parce que c'est pas vrai du tout, mais ça vous donne une idée de l'ambiance et surtout de la DA. Alors je vais quand même prendre le truc dans l'ordre. Dark City, c'est quoi? C'est ce qu'on pourrait qualifier de film néo-noir, c'est-à-dire que ça reprend complètement l'idée, le contexte un peu de tous ces films des années 40, 50, comme qu'on donnait ce qu'on appelle le cinéma noir, hein, c'est-à-dire souvent des détectives avec des chapeaux bas et des grands impairs qui enquêtent la nuit. Systématiquement la nuit, le jour n'existe pas. Et d'ailleurs dans Dark City c'est très très drôle puisque le jour n'existe pas, littéralement, et les personnages ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Terre, en tout cas, c'est un mini spoil, mais la ville Dark City, donc qui n'a pas de nom non plus, hein, où se déroule l'action, est sous le contrôle de ces personnages-là, qui n'ont pas de nom non plus, qu'un des personnages appelle les étrangers, qui sont des extraterrestres, on sait pas, enfin bref, une espèce de race un peu différente de nous, que des hommes, tous blancs comme des culs, voilà, et qui ont des pouvoirs télépathiques qu'ils appellent le tuning en anglais, donc l'harmonisation en français, la Ligue des Chauves extraordinaires, ouais. C'est un peu ça, et en fait ils peuvent modeler, agir sur leur environnement par la pensée, et en plus ils ont, quand ils se réunissent tout ça, ils ont une espèce de catalyseur qui leur permet en fait de manipuler la ville, c'est-à-dire d'endormir tous les habitants et de faire tout un tas d'expérimentations pour en fait essayer de retrouver l'essence de l'âme humaine, puisqu'ils essayent un peu de se sauver eux-mêmes. Ils sont une race qui est en train de mourir. Et le film prend le point de vue d'un personnage qui s'appelle John Murdoch, qui
qui se réveille un peu avant tout le monde, justement, de cette phase où à minuit la ville s'endort, sauf lui à ce moment-là, qui se rend compte qu'il y a une prostituée morte à côté de sa chambre, qu'effectivement il se rend compte assez vite de tout un tas de choses assez bizarres, et en fait il fait partie des rares personnes de cette ville à pouvoir voir ce qui se passe. Il rencontre assez vite aussi un docteur qui est joué par Kiefer Sutherland, qui est complètement à contre-emploi, mais c'est assez drôle aussi de le voir là-dedans, qui va lui expliquer un petit peu les règles de ce monde et ce que font les étrangers, et lui va essayer évidemment de mettre fin à tout ça, puisqu'en fait ce qu'ils font c'est que ils prennent un peu des personnes, ils leur injectent des souvenirs, ils les passent un peu d'habitant en habitant, et voilà, de façon à ce que personne n'ait vraiment d'histoire, en tout cas chacun est perdu un peu dans ses souvenirs, juste pour eux, leurs propres expérimentations. Donc lui il va essayer d'arriver au cœur de ce problème, sachant qu'en plus il a, en tout cas le film lui prête une femme qui est jouée par Jennifer Connelly, qui enquête aussi de son côté avec un détective de police, évidemment. Et voilà, et c'est vachement bien. Pourquoi ? Parce que en fait c'est très très réussi. En fait, toute l'ambiance du film est hyper réussie. L'ambiance noire fonctionne à merveille. La nuit, il y a que de la nuit. C'est-à-dire c'est un moment, le personnage dit ça, mais depuis quand il n'a pas fait jour ? Depuis quand vous n'avez pas fait quelque chose de jour ? Et personne ne l'a réponse. Et les mecs ne comprennent pas. Évidemment, il fait jour. En fait, non. Et on se pose la question juste avant dans le film. J'ai là, mais comment ça se fait que là il est re-minuit, mais il n'a pas fait jour ? Et on se pose nous-mêmes notre question, ce genre de questions, on découvre un peu le monde. Et donc ça, évidemment, avec des rues, avec des grands immeubles assez bas, c'est vraiment néo-industriel, c'est-à-dire que c'est un peu cracra, et tout ça est très réussi au niveau du look des personnages et au niveau de la DA même, de cette espèce de race alien. Ce genre d'image, voilà, celle-ci vous donne un peu le genre d'idée, mais ils ont en plus de ça la machine qui leur sert à manipuler la ville. C'est cette espèce de masque là que je vais le mettre en plein écran, qu'on voit un petit peu en haut de la jaquette, qui est aussi encore une fois assez fabuleux. Le film date de 98 et ça reste encore très très beau visuellement, enfin dans le sens où c'est très surprenant, c'est vraiment unique, c'est-à-dire que c'est une vraie DA, en tout cas pour ces personnages-là, un peu à la Giger, enfin ça retrouve un peu ces côtés-là, je trouve. Et en fait, il y a tout un tas de personnages, en plus d'acteurs qu'on connaît sans connaître, à Jennifer Connelly un peu plus que les autres, Kiefer Sutherland évidemment, mais le personnage principal et ce détective-là sont des éternels second rôles un peu du cinéma américain, qui là retrouvent un peu les premiers rangs. Et ça fait plaisir en fait de les voir. Ah oui, il y a Rufus Sewell dans le rôle dans le premier rôle, effectivement. Qui joue apparemment dans The Man in the High Castle, la série Amazon. Voilà. Bien sûr. Rufus Sewell, pour des raisons de sa vie privée, est un petit peu passé à côté de sa carrière. Et comme tu le disais très bien, c'est William Hurt, l'immense William Hurt, qui joue le détective, le mec de la police qui va essayer de mener l'enquête sur tout ça. Il y en a un que tu n'as pas cité parce que peut-être que on le connaît moins aujourd'hui. Son nom m'échappe, mais c'est le méchant principal. Oui, le méchant principal qui est joué par Richard O'Brien. Qui est très très bon aussi. Richard O'Brien, on le connaît simplement parce que c'est lui qui a écrit The Rocky Horror Picture Show. Okay. C'est lui qui a fait toutes les chansons, etc. Donc c'est délicieux de le retrouver en méchant. C'est pas le chef des méchants, c'est le méchant qui traque le plus. C'est le méchant qui va en fait traquer le personnage principal parce qu'on va lui injecter les souvenirs du personnage principal, et donc il va se mettre un peu à réfléchir comme un humain, voilà. Alors Lucie nous dit, c'est marrant, je te coupe 2 secondes, la VF du détective est la même que celle de Dr House, ça m'a un peu sorti du film. Il faut voir les films en VO malheureusement, et d'ailleurs je me permets de dire, ce Blu-ray est génial pour une raison qui est que on peut choisir entre la Director's Cut, comme c'est marqué ici, mais aussi la version qui est sortie en salle que je connais le mieux moi, parce que c'est celle-là qu'on a eu pendant très longtemps. Selon tes recommandations, j'ai vu la version salle, j'ai pas eu l'occasion de me refaire le film en Director's Cut, donc je sais pas ce qui change. Tu vois, c'est marrant, je sais que je l'ai vu une fois grâce à ce Blu-ray, la Director's Cut, et je me souviens m'être dit immédiatement, elle est beaucoup mieux, elle est encore mieux que la version normale, mais je sais plus ce que ça change non plus. Voilà, il faudrait que je le revoie encore. Je pense pas que ça change, peut-être qu'il y a un des problèmes du film, on en parlait tout de suite, c'est la fin. Non, la fin est toujours assez un peu Dragon Ball Z-esque. Ouais, mais ce que je voulais dire simplement, ce qui m'amuse quand je t'écoute en parler, dans ta manière de le raconter, c'est que
c'est aussi pas anodin que tu aies choisi ce visuel-là. C'est-à-dire que toi, ton point de départ, c'est ce monde un petit peu de science-fiction qui va avoir des répercussions sur le monde un peu néo-noir, justement. Ouais, non, j'ai choisi le visuel juste pour montrer le côté unique de la DA. Après, oui, bien sûr. Mais quand tu racontais l'histoire, c'était pareil. C'est-à-dire que tu dis, c'est tout d'abord ce groupe d'hommes, enfin d'êtres hyper bizarres qui cherchent le propre de l'humain en faisant des expérimentations sur l'être humain. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un film qui est réversible. En fait, il pourrait se raconter dans le sens inverse, commencer par des images où on a l'impression d'être dans un film des années 50, vraiment, puisque à la surface, dans la ville, c'est une ville des années 50, avec des gens qui portent des chapeaux, on a vraiment le sentiment d'être dans les années 50. Parfois on a l'impression d'être dans Blade Runner, puisque Blade Runner a aussi ce côté ville dans le noir, un petit peu rétro, néo-noir, etc. Ça pourrait se raconter en disant, c'est l'histoire d'un mec dans une ville qui se réveille, il est amnésique, autour de lui il y a que des choses qu'il ne comprend pas, une prostituée morte, etc. C'est ça que je vais préciser, évidemment il a perdu tous ses souvenirs. Voilà, et on essaye de lui faire porter le chapeau d'un certain nombre de crimes, il est le sorte de coupable idéal, de psychopathe, de serial killer rêvé d'une ville dans les années 50. Donc ça, c'est idéal pour faire un storytelling genre le Dahlia noir. Sauf que on se rend compte, plus on avance dans le récit, plus on se rend compte que cette ville et ce récit de film noir n'est pas du tout ce qu'on croit être. En fait, c'est une expérience de ces êtres-là qui les mettent dans une sorte de labyrinthe où on mettrait une petite souris et qui les étudie et qui les regarde de haut. Ça, c'est une idée qui est géniale parce que c'est un petit peu l'idée de la religion, c'est l'idée de Dieu, quoi. Tu parles de petites souris, il y a un plan au début du film où le personnage de Kiefer Sutherland, dans cette espèce de recréation de la ville qui est effectivement de façon circulaire comme ça, un peu en forme de labyrinthe, prend deux souris et les met. Bon, dans le film, on comprend la signification plus tard. Il met deux souris, une noire, une blanche, je crois, à un bout de la ville, et c'est juste comme ça en passant. Exactement. Et c'est un indice, bien sûr, et c'est ça qui est chouette, c'est que il y a eu deux directeurs artistiques sur le film, un qui s'appelle Patrick Tatopoulos et qui a œuvré sur ce qu'on voit là à l'image. Il y en a un autre dont le nom m'échappe, et ça dit bien qu'il y a deux salles, deux ambiances un petit peu dans le film, et qu'il y a ce film de science-fiction ou le film noir, le film de détective, et que les deux sont les deux faces de la même pièce, au fait. Et voilà, c'est très passionnant. Et c'est ça, les deux viennent un peu en parallèle, c'est-à-dire qu'effectivement, le film, au début, il y a une voix off qui nous présente ça de façon un peu science-fictionnesque, avec effectivement cette race d'aliens. Mais le film commence par le côté, comme tu l'as dit, néo-noir, et la science-fiction intervient assez rapidement, mais de façon un peu plus diffuse. Alors voilà, si je dois lui trouver quelques défauts, il y a effectivement cette fin où ça dure un peu des plombes, où ils sortent de terre, et puis ils montent, et puis... Et puis ils se font des kamehameha. Ouais, en fait, des kamehameha, mais avec la tête. Donc en fait, au lieu de faire comme ça, ils font ils froncent les sourcils et ils penchent la tête comme ça. Donc ça a pas très bien vieilli, et c'est un peu long pour rien. Le film dure 1h40, hein, mais... Ça aurait mérité, la fin aurait mérité un petit peu raccourci, et c'est presque un peu dommage que pas tout explose, mais il y a quand même un peu de destruction à la fin, ça participe aussi, mais cette partie-là est plus bancale, et j'ai trouvé par moments un montage un peu trop frénétique, quoi. Il y a sur les scènes d'action, je crois qu'il y a un moment où qui m'a frappé, ou c'est une espèce d'attaque au couteau où j'ai rarement vu un cut aussi rapide. C'est-à-dire qu'il y a 3 plans en une fraction de seconde, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens puisqu'on ne peut même pas les voir à l'œil nu. Voilà, c'est des mini détails, on s'y fait assez rapidement. En fait, bizarrement, le film se calme un peu au fur et à mesure, je trouve, et il y a un bon rythme, et en fait les révélations arrivent assez tôt. Et il y a un dernier tunnel final qui se conclut assez joliment, je trouve. La fin est magnifique. Oui. La fin du film est absolument sublime. Ça laisse plein de jolis points d'interrogation en tête, ce truc-là. Et c'est marrant parce que c'est sorti vraiment pas loin d'un autre film qui lui ressemble beaucoup, qui est peut-être beaucoup plus virtuose, mais qui lui ressemble beaucoup. C'est The Truman Show. Et oui, complètement. Voilà, il y a vraiment un parallèle entre les deux. Ça serait le côté film de genre du même questionnement, et The Truman Show beaucoup plus un traitement grand public, grand public, mélodrame et tout ça.
pour moi, c'est un des grands films de science-fiction méconnus de l'histoire du cinéma. Oui, ça a fait un bide. Je peux pas vous dire à quel point ça a bidé ce film. Ça m'étonne pas parce qu'effectivement, faut avoir déjà. Faut s'y retrouver en tant que spectateur entre ce côté néo-noir qui à la fin des années 90, bon déjà moyennement en vogue quoi, parce que ça reviendra un jour on sait pas, mais qui est déjà de base pas forcément accessible, et en plus un côté hard science-fiction, enfin quand on voit ce genre de plans et de DA, c'est deux univers qui en plus a priori n'ont rien en commun et ne fonctionnent pas du tout sur le même public, donc c'est à dire que ramener du spectateur là-dedans et leur faire gober ça sur le papier, c'est assez compliqué quoi. Mais franchement, donnez-lui une vraie chance. C'est devenu, c'est triste à dire, mais c'est devenu un peu trop rare des films qui essayent autant de choses et qui s'en sortent aussi bien quoi. Est-ce que pour le plaisir tu aurais gardé mon visuel que j'avais mis sur le film avec Jennifer Connelly dommage. Je peux le retrouver peut-être. C'était un des visuels les plus connus du film. Et je le trouve sublime parce que c'est un visuel qui donne très très bien l'idée de cette dualité entre le monde du film noir et le monde du film de science-fiction. Et pour vous dire à quel point effectivement on est dans les codes et dans les clichés du film noir, c'est que Jennifer Connelly en plus dès le début du film est présentée la chanteuse de cabaret, mais hyper classe, un peu femme fatale mais pas trop, avec le grand micro à pied comme on imagine là vraiment à la Sinatra, et ça fonctionne encore très très bien. Ça va être un peu dégueu mais juste pour le plaisir de vous je l'ai trouvé, je vais vous la montrer, et en plus c'est marrant, il y a un côté très Resident Evil 2, le méchant qui vous poursuit sans fin de Resident Evil 2 ressemble un peu à ça. Donc voilà, il y a ce plaisir de retrouver les intérieurs des années 40-50, la lumière tout en clair-obscur, dans la distance une silhouette dont on se rend bien compte qu'elle n'est pas tout à fait humaine, et qu'elle est un peu étrange, mais avec le grand impair, le chapeau, etc. Et puis la femme fatale qui est plutôt... C'est marrant parce que plutôt sage au fait. Elle est un peu le contre-pied de ça. C'est plutôt la bonne à marier, mais qui a quand même la longue chevelure brune et tout ça. C'est Jennifer Connelly, donc on est amoureux évidemment. Ah ouais. C'est un film sublime. Mais la lumière est magnifique, et c'est vrai que ces plans en intérieur, il y a quelques plans de cage d'escalier comme ça rappelle effectivement toute la fin de Blade Runner, c'est puits de lumière. On n'est pas à ce niveau-là, c'est moins grandiose. C'est moins virtuose que Blade Runner, mais on est vraiment dans ce type dans le même genre déjà, et dans ce type de film de science-fiction totalement sous-estimé, qui a bidé au box-office et qui mérite 1000 fois de rentrer au panthéon des meilleurs. Quoi. Complètement, c'est allez-y. J'ai aucune idée s'il est dispo sur une plateforme quelconque, je ne sais pas. Mais je dirais Amazon Prime, ça devait en être une, mais franchement, n'ayez pas peur de ce film-là du tout. N'ayez pas peur du support physique non plus. C'est quand même. Ah ouais, j'ai du mal à le recommander, et pour le coup, c'est vrai que c'est un vrai bonus. Vous avez, je vais pas dire deux films en un, je vais pas vous le vendre genre deux pour le prix d'un. Non, mais vous pouvez faire le comparatif. Mais il y a deux versions, et faire le comparo est toujours très intéressant. Yes. Bon, voilà. Moi j'ai mon défi à avoir là. Exactement. Et tu m'as dit que ça serait un gros défi parce qu'on aura du temps. Ouais, je vais. Alors peut-être que finalement ça va se retourner sur quelque chose de plus petit. J'ai un plan B aussi, peut-être qu'effectivement cette chose-là tu la connais déjà. Il y avait un petit easter egg dans le plan, si vous, pour certains, si vous avez repéré. Il y a quelque chose sur ce canapé dont nous n'avons pas encore parlé. Et pour cause, je l'avais réservé pour la fin de l'émission. Est-ce que tu as vu ceci? Non, je l'ai jamais vu, et je serais très très heureux de le voir. Ça me fait... J'ai très envie de le voir. Ça s'appelle Cowboy Bebop, c'est mon animé. Mais c'est la série, c'est pas le film, c'est la série. C'est pas le film, il y a effectivement un film, c'est vrai, qui dure, voilà, un format film, clairement, qui est grosso modo un long épisode, je sais pas trop à quel moment il s'inscrit dans la chronologie de la série. C'est mon animé préféré de tous les temps, que j'avais découvert sur Canal+ à l'époque, que j'ai galéré comme pas permis pour voir au début en piratage sur internet, etc. Et que j'ai trouvé par hasard dans le centre culturel Leclerc de mon bled. Ceci, il y a genre 10-15 ans, pour genre 15€. Je crois que c'était ridicule. 26 épisodes, 7 DVD, ils sont à toi pour les vacances de fin d'année. Si jamais tu galères sur le temps, etc., il y a des épisodes un petit peu filler. Au final, c'est vrai que la trame principale est finalement assez réduite, mais c'est l'histoire de Skype,
et de ses autres compagnons dont j'ai oublié les noms. Il y a Faye de mémoire, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Cowboy Bebop, mais ouais, le coffret d'Ibex à l'ancienne complètement. Mais alors c'est pas des fillers proprement parler, c'est plus effectivement des... chaque épisode a un peu sa trame et surtout est centré sur... c'est très drôle de regarder les noms des épisodes puisque c'est effectivement très lié à la musique, puisque le bebop c'est un peu l'ancêtre du jazz là-dedans, et tous les noms d'épisodes ont des titres en rapport avec la musique. Il y a Valse with Jupiter, un truc dans le genre, enfin je me souviens de trucs un peu comme ça, et qui donnent un peu la tonalité de chaque épisode. Il y a notamment un épisode avec un gamin saxophoniste qui est magnifique, et c'est juste, juste très très beau. 26 épisodes sous quel format ? DVD, 20 20 Non, 20 minutes. 20 minutes, pardon. C'est des formats de 20. Ouais, c'est de l'animé classique, Okay. Voilà. Okay. Et je saurais pas trop quoi en dire, à part que c'est exceptionnel. Moi, tout ce qu'on m'en a dit, c'est que c'était de l'univers multi-référencé et que oui, alors oui. toujours un bon piège à Gauthier Jorgensen quand il y a plein de références à plein de trucs. Clairement c'est ça, c'est effectivement ça se passe dans l'espace, sur une espèce de futur un peu pas dystopique, parce que c'est pas tant la merde que ça, mais il y a beaucoup de... ça se balade beaucoup, et juste l'univers d'une manière générale est formidable, donc voilà, je vais être très content d'en discuter avec toi et de savoir ce que tu en penses. Cool. En espérant que tu arrives à caser tout ça. Ça fait un peu beaucoup. On n'a pas encore décidé de quand on allait une dizaine d'heures de visionnage. C'est jamais qu'un Saint-Anne Tango ou que la roue de l'élégance. Exactement. Voilà. Non, je vais me faire un plaisir. Tu penses ? Dans 3 semaines, un mois. Allez. Ça marche. Ambiance western spaghetti dans l'espace, effectivement, il y a complètement de ça. Il y a clairement des épisodes western, d'autres plus course-poursuite, d'autres plus action, d'autres beaucoup plus posés. D'autres, il y a des vrais épisodes noirs pour le coup. Il y a un antagoniste qui revient de temps en temps, et avec des fabuleux épisodes. C'est évidemment en VO là-dedans. Donc, on m'en a toujours énormément parlé et toujours en bien, donc j'ai vraiment très hâte de regarder ça. C'est super. Bon, écoutez les gars, en attendant, on vous souhaite joyeux Noël. On vous souhaite pas encore bonne année parce qu'il paraît que ça porte malheur, mais je vous salue de mes petits bois de Rennes. Et oui, on se retrouve a priori le 7 janvier, on va voir. Et puis avec qui, on sait pas. Et puis ça se trouve, on n'aura même pas envie de vous retrouver, on sait pas. C'est ça qui est bien avec ce format, c'est qu'on est dans une liberté totale, on s'en fout. On se retrouve si on a envie de se retrouver. On est censé faire 1 heure, on fait le double, tout va bien. Et voilà, entre temps, a priori la semaine prochaine, comme je l'ai dit hier, pas de stream. Vous avez demain un article sur legrandpop.fr. Accrochez-vous. C'est un très long, bon et complet résumé de l'année cinéma, où il s'est passé finalement beaucoup de choses, mais beaucoup de choses hors des salles notamment. Et puis voilà, peut-être que je streamerai entre Noël et 1er de l'an, comme j'ai dit hier. À voir, et puis je pense que cette émission reviendra le 7 janvier. D'ici là, t'as tout dit. Yes. Donc la bonne soirée, et puis portez-vous bien. Joyeux Noël. Tchuss. Bye bye. Non, ça c'est pas bon ça. Voilà. À chaque fois je fais l'erreur, parce que le truc parce que l'image peut passer sur les photos et en dessous. Non, c'est là qu'il faut appuyer. C'est sur en trop. Donc on l'a refait. Des bisous. Joyeux Noël.